Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi, le Antoine. himself. Non, arrête de me traiter de gooner. Arrête. Arrête. Le monde, ils vont être genre, yo, Antoine, c'est un gooner. Ben oui, c'est un gooner. Donc, cette semaine, on a pour la première fois 3 films. Oui, 3 films. Oui. Parce que Nick 3 était comme, films. hey, il y a un film avec un singe, je veux qu'on aille le voir. J'ai dit, ah, ok, c'est bon. Fait qu'on va en parler à la fin. Fait que, on va commencer avec Flow, qui est un film d'animation belge. Ouais. Attends, je vais le mentionner après. Ensuite, on a Real Pain, qui est le deuxième film de Jesse Eisenberg, si je me rappelle bien. Et ensuite, on va discuter à propos de Better Man. Mais avant qu'on commence l'épisode, on peut pas être un podcast de cinéma sans mentionner le grand David Lynch. Rest in peace. Rest in peace. Oui, malheureusement. Il était très malade, malheureusement. Il refusait d'arrêter de fumer. Parce que le gars, il adorait il aimait vraiment ses cigarettes. Est-ce qu'on shake nos écrans pour son honneur? Yeah! Today! C'est ça, Friday. Non, je sais. Pour ceux qui ne connaissent pas la référence, ceux qui ne sachent pas la référence, allez sur YouTube, David Lynch, Météo. C'est sa dernière vidéo de la météo. C'est incroyable. Il y a genre 2000 vidéos de lui qui fait la météo. C'est comme... Pourquoi? Mais en tout cas, un grand réalisateur du cinéma. Il avait son propre style. Il a développé le surréalisme comme qu'on le connaît aujourd'hui. Puis sans lui, il y a énormément de films qui n'existeraient pas. Puis aussi de jeux vidéo, peu importe, qui sont énormément inspirés exactement, de son style. Oui. Fait que c'est un artiste très influent dans tous les domaines, je dirais. Puis pour moi, personnellement, c'est un artiste c'est un de mes réalisateurs préférés. C'est un réalisateur qui a nourri ma cinéphilie quand je découvrais les films quand j'étais adolescent. Puis c'est toujours un de mes réalisateurs préférés. Puis j'étais très triste quand j'ai entendu ça. J'étais aux toilettes à job. J'étais comme genre fuck. Je voulais pas sortir des toilettes parce que j'ai versé ma petite larme. Non, c'est triste. C'était important pour moi. Moi, j'étais sur mon téléphone dans la douche. C'est genre, je suis sur. Là, je vois juste un post sur David Lynch, mais genre, ça dit pas qu'il est décédé, puis je suis comme, what, attends, parce que c'est comme le contexte de la phrase qui était écrite, puis j'étais comme, ah, il est-tu décédé, what the fuck? Fait que là, je l'ai googlé, puis j'étais comme, oh man! C'était genre, v'là 35 minutes que les nouvelles avaient sorti, j'étais genre, fuck! Oh man! Mais en même temps, tu sais, il était très malade, puis même dans la dernière fois qu'il a fait une entrevue, il a dit, moi, j'arrête pas de fumer, moi, je m'en fous. Genre, il a vécu sa vie comme il voulait, exact. Ouais. C'est faut que tu respectes ce genre d'artiste-là. C'est très important. Il a sa patte à lui-même, puis il a jamais décidé de juste se vendre, quoi. Ouais, exact. Jusqu'au bout, il est resté un artiste, puis pour moi, personnellement aussi, son dernier gros projet, c'est Twin Peaks The Return. C'est la 3e saison de Twin Peaks. Ouais. Puis c'est sûrement une des meilleures choses qu'il a faites. Fait que il est parti avec une de ses meilleures œuvres. Fait que... Ouais. Puis en plus, malgré le fait qu'il fait des films surréalistes, ce que l'Académie n'aime pas vraiment, il y a eu une nomination comme meilleure réalisation quand même. Là. Ouais. Il l'a pas gagné, malheureusement, mais... Puis beaucoup de ces films qui étaient critiqués comme genre dans les années 90-80, aujourd'hui sont acclamés par la critique parce que les gens sont devenus des classiques. Ce qu'ils voulaient faire avec ces films. Là. Sont devenus des cultes classiques. C'est ça. Ces films, c'est le surréalisme, puis c'est un style incroyable. Bref, merci beaucoup David Lynch. Repose en paix. J'ai pas vu beaucoup de ces films, mais les films que j'ai vus, ils sont très bons. Bon, on peut commencer, je pense. On voulait pas finir le podcast sur ça parce que c'est un downer quand même. Exact. Ça. On va faire une petite tension brutale ici. Je préférais commencer. Un film d'animation. Ça marche. C'est un film sur le cycle de la vie. Fait que ça fonctionne quand même. Comme, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as pensé de Flow? Pour moi, c'est un excellent film d'animation. J'ai vraiment adoré au niveau de l'atmosphère, au niveau du message. J'ai trouvé que le message était assez pessimiste, surtout la fin. Ouais. Ça dépend comment tu l'interprètes. Parce que tu peux l'interpréter comme tu veux. Pour moi, c'est le cycle de l'eau qui vient les consumer encore. Et c'est ça que j'ai compris à la fin. Puis je trouve vraiment l'interaction avec la baleine à la fin super touchante. Ouais. Mais moi, j'aime interpréter la fin comme étant un flashback avant. Comme ça, genre, tous les petits animaux restent en vie. Selon moi, c'est pas ce que ça veut dire. Selon moi, c'est surtout que l'eau va revenir consumer
tous les êtres vivants sur cette planète jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus aucun. Et je trouve ça vraiment pessimiste, vraiment dark, mais c'était vraiment poignant comme film. Moi, ça m'a vraiment touché émotionnellement. Moi, j'ai trouvé ça très cute pour vrai. C'était adorable. Puis la musique était excellente aussi. L'animation était super belle. T'sais, c'est fait dans 47 personnes, hein? C'est une quarantaine de personnes seulement. Un petit budget de 4 millions. C'est voyons. C'est un achievement monumental d'avoir fait un film d'animation comme ça dans un programme gratuit en plus qui est Blender. Ça, c'est absolument incroyable. L'atmosphère est vraiment fantastique dans ce film-là. Moi, j'ai vraiment trippé. Puis, justement, le fait que ça soit lent, mais c'est juste 1h30, fait que tu t'ennuies pas une seconde. Ouais, exact. Tu t'immerses, t'es avec les animaux, tu t'attaches à eux. Ben, j'ai pas trouvé ça lent. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça lent. Je trouvais que ça bougeait assez vite. Ouais, je dis ça comme c'est plus contemplatif, tu restes dans le moment. Oui, ça, c'est sûr. Tu vois qu'est-ce que je veux dire, c'est pas comme genre plein d'actions, tout ça. Il y a quelques moments d'action aussi, là. Mais moi, je pense que c'est mon film d'animation préféré de l'année. Je pense que moi aussi. C'est un définitivement. film absolument excellent. On n'en a pas vu beaucoup cette année pour le podcast. Là. Je suis pas mal sûr que tu en as vu plus que moi, des films d'animation. Là. Mais c'était meilleur que... J'ai trouvé ça meilleur qu'Inside Out 2 puis meilleur que Wild Robot. Même si je pense que c'est Wild Robot qui va probablement gagner parce qu'il y a des dialogues. Parce que Wild Robot est plus conventionnel aussi. Ben c'est ça. Il va plus être aimé par les voteurs. Les enfants. Ouais. Mais moi, je parle plus parce qu'on s'en va aux Oscars dans pas long. Là, fait que moi, je pense que Wild Robot va plus gagner à cause qu'il est plus accessible. Puis ça dépend de la campagne aussi de Flo. Ouais, je tiens à mentionner aussi, Flo, l'audace de ne pas avoir des voice acting pour les animaux, juste... Ça, ils ont des voice acting, c'est juste... Interaction. Ils ont du voice acting, c'est juste les voice actors, c'est des animaux. C'est comme tout. Fun fact, tous les animaux sont voicés par un vrai animal qui est le même animal, sauf le capybara, il est pas... c'est un autre animal si j'ai lu comme du monde. Faudrait que je revoie l'information, mais je sais qu'il y a un animal qui n'a pas été voicé par le même. Parce que la voix était pas assez... était comme trop rauque ou quelque chose de même. Mais le capybara, c'est mon préféré de la gang. Tellement chill. Genre, le chat... le chat, là, quand le chat, il embarque sur le bateau, puis là, il se retourne, il fige, puis là, ça coupe, puis là, il y a le capybara qui le regarde, puis il fait juste « Oh, whatever », puis il se couche. Il y avait vraiment des interactions super drôles dans le film. C'était super cute, pour vrai. C'était vraiment adorable. Genre, j'aime beaucoup. Je pense que ma scène préférée, c'est quand l'oiseau vient défendre le chat, puis il se fait comme genre agressé par sa tribu. Là. C'était triste, ça. Ouais, c'était vraiment triste. C'était vraiment triste. En plus, tous ses amis, ils partent, puis lui, il est comme, ben là, je peux plus voler. Mais l'oiseau était sassy as fuck, pour vrai. Genre, de la façon qu'il contrôle le bateau, puis genre, à un moment donné, il kick le ballon, la boule de vitre, puis là, au chien, puis là, le chien retourne avec le truc, puis l'oiseau est genre, hey, fuck you, pitch ça dans l'eau. Puis tout le monde veut qu'il arrête le bateau, puis lui, il est genre, on continue. Fuck off. On continue. Puis plus tard dans le film, quand le chien veut sauver les autres chiens, puis tout le monde est comme, essaie de convaincre l'oiseau d'y aller, puis l'oiseau, à un moment donné, il fait juste lâcher le contrôle, puis il est comme, OK, arrangez-vous avec vos fucking troubles. Oh non, l'oiseau, il en avait rien à foutre. Ouais. C'était bon. Le Golden, il était cool aussi. C'était un bon petit Chad. Ouais. Ouais, c'est drôle. Mais j'ai vraiment été impressionné par les mouvements du chat. Les mouvements d'animation du chat, là, ça paraît que les animateurs qui ont travaillé sur le chat, précisément, ils ont une passion pour les chats. J'adore ça. Les chats, c'est une scène. Ouais, dans le fond, le réalisateur, il a fait plusieurs courts-métrages à propos d'un chat noir. Fait que là, c'est un peu comme... Ouais, c'est un peu le climax de son chat noir. Nice. Puis, qu'est-ce qu'il a dit dans une interview? Parce que lui, il faisait ses films tout seul avant. Il a dit, je suis un peu comme le chat noir dans ce film-là, qui apprend à s'adapter à un groupe d'individus. Ouais. Fait qu'il pouvait s'identifier aussi au chat dans le film. Fait que je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé aussi que le film était un peu The Friends We Made Along the Way. Oui. C'était un peu ça aussi. Mais c'était super bien exécuté pour vrai. L'exécution était quasiment parfaite. Ouais. J'ai vraiment adoré. C'est un film magnifique. J'aime aussi la séquence où l'oiseau
se sacrifie ou meurt. Ouais. Ou... Tout dépend de ton interprétation. Parce que j'ai vu des interprétations que c'est comme un sacrifice qu'il fait pour arrêter le flood. J'ai trouvé ça intéressant. Se peut aussi, ouais. Ça se peut, ça. C'est intéressant. C'est pour ça que j'aime l'interprétation de la fin comme étant un flashback et non genre ça va revenir. Okay. Ou j'ai aussi une autre interprétation que somehow la baleine a réussi à retourner à l'eau. Tu sais, c'est juste de penser à des bonnes fins au lieu de penser à une fin de l'autre puis que genre ils vont tous mourir anyway. Là. Genre j'ai pas envie. Là. je sais. Because they made so many friends. Ouais, le singe aussi était drôle. Il me faisait rire. Le singe, il s'ébabiole, là. Ouais. Ah, il me faisait très rire. Comme, il veut juste ses affaires, mais j'avais une interprétation du film, que j'ai lu sur Reddit. Je vais aller chercher le commentaire. J'ai sauvegardé le commentaire pour pas avoir à le chercher. Je sais juste pas son mes saved. Ils sont ici. Dans le fond, le capybara, lui, il veut juste vivre en paix. T'sais. Il est bien chill. Puis, tu sais, à la fin, quand il est pogné dans l'arbre, il veut même pas y aller. Tu sais, il veut pas, mais il finit par y aller. Le lémur, lui, il vit pour ses choses. Tu sais, parce que c'est comme... C'est un film sur la survie puis la volonté de vivre. Puis, veut pas, le chien, lui, il vit pour les autres. Là. Lui, il veut juste aider les autres, puis genre, il est chill, il est comme « haha ». Puis le chat, lui, au début, il vit tout seul, puis il est bien, puis il n'y a pas de raison de vivre vraiment autre que la survie. Puis à la fin, tu sais, il y a tellement de développement pour le chat. Là. J'aurais dû relire le commentaire avant, comme ça, j'aurais pu mieux en parler, là, parce que là, le commentaire, il est vraiment long. Là. C'est comme un 3-4 paragraphes. Là. Je vais pas tout lire ça. Mais c'est comme chaque animal, chaque animal, excuse-moi, ils ont toute une volonté de vivre différente. Mais à la fin, à la fin, tout finit par genre se mélanger ensemble. Puis là, c'est comme une gang de misfits qui ont survécu ensemble. J'ai trouvé ça vraiment insane. Thématiquement, visuellement, puis ça m'a transporté. Moi, c'était magnifique. Sûrement mes meilleurs films de toute l'année pour moi, puis juste un magnifique film d'animation qui mérite 100% des éloges qui lui sont donnés. Ouais, j'espère qu'ils ont une bonne campagne aux Oscars. Sinon, c'est sûr que c'est Wild Robot qui gagne. Ou encore Inside Out 2, parce que Pixar sont aussi... ils ont aussi beaucoup de moyens avec les Oscars. Parce que vu que c'est un petit film, Flo, ça va dépendre vraiment. Là. J'ai bien hâte de voir les nominations cette semaine. Parce que les nominations vont être annoncées le 23. Ouais. Moi, je croise les doigts pour Flo parce qu'il mérite plus que il mérite 100%. 100%. Puis en plus, ça mettrait le réalisateur sans map au complet. Là. Mais j'ai vraiment... Au début, j'ai eu peur au début. Au début, je dois t'avouer, je pensais que ça allait être un plan séquence au complet, puis je me suis dit, oh, c'est de la gimmick. Puis finalement, non, c'était pas un plan séquence. J'étais comme, OK, phew, c'est bon. Tu sais, autant que j'aime les trucs de plan séquence, tu sais, pour un film d'animation, là, c'est encore plus gimmicky. Là. C'est comme, OK, t'as voulu économiser sur le render. Là. Genre, un affaire de même, mais j'ai été bien heureux que... À la première coupure, là, j'étais comme, OK, yes. Ça a coupé. Parce qu'à un moment donné, pendant le premier flood, j'étais genre, c'est-tu un plan séquence tout le long? What the fuck? Ça me tentait pas. J'étais pas down pour un film en plan séquence, mettons. Non, c'est sûr qu'une grosse gimmick qui vient juste tâcher comme genre tout le film s'arrêter un peu. Ben c'est ça, parce qu'un plan séquence en live action, c'est comme tout. C'est du travail en crise, mais en animation, c'est basically tu fais ta scène, tu places ta caméra, puis t'économises sur ben du render là, quand tu fais du plan séquence. Mais j'ai été vraiment... C'était plaisant comme film. Ouais, un excellent film. T'as-tu une note, Antoine? C'est un 8.5. Même note pour moi, 8.5. Un des meilleurs films de l'année, puis si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est vraiment bon. Ouais, louez-le. J'ai dit à ma soeur que je voulais qu'elle l'écoute. Mon frère va finir par l'écouter aussi. Mais ton frère l'écoute. Quand je l'ai téléchargé illégalement, j'ai cliqué dessus juste pour checker la qualité parce que je l'avais pogné en 4K. Je l'ai mis à un bout. Puis c'était la séquence quand il rêve au cerf qui court alentour de lui. Ah oui. Mon frère, il était dans la chambre. Chris, c'est donc bien beau, ça.
J'étais genre, man, c'est beau en Chris, what the fuck? Non, c'était super beau. Les décors étaient magnifiques, au vrai. Puis t'as-tu remarqué, parce que moi, je pense que ton interprétation est bonne, personnellement, à cause qu'au début, il y a le bateau dans un arbre. Je sais pas si tu l'as remarqué. Ouais, je l'ai marqué. Parce que c'est un peu... Moi, c'est un coping mécanisme. Là. C'est comme, je veux pas qu'il meure. T'as le droit je préfère d'interpréter ça différemment. Je suis comme, c'est correct. C'est triste, sinon. Là. Mais en réalité, ton interprétation est sûrement celle qui est la plus proche. Mais moi, j'étais vraiment... C'est de la survie, mais aussi de l'exploration pour nous. On explore un monde qui est juste aucun humain. Ouais. C'est intéressant. Moi, je trouve, tu vois, toutes les ruines qui se font comme genre ensevelir par l'eau de plus en plus, qui sont dégradées par le temps, c'est fascinant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Autant dans l'univers que dans l'histoire, que les je veux mentionner la performance du chat, parce que sa performance est vraiment insane. Le voice actor, il est vraiment bon. Non, mais pour vrai, genre, il y a des bouts qui, genre, il miaule, puis c'est comme un petit peu de la détresse. Genre, le moment quand il essaye de retourner au bateau, là, à la fin, là, quand il est sur la boule de glace, j'étais comme, c'est triste, il est pas capable d'y aller. Il est pas capable de nager comme il faut. Je suis comme, c'est le ton du miau qui est vraiment bien joué. Ouais, exact. Puis en plus, ils l'ont sûrement juste mis dans une booth d'enregistrement, puis ils ont fait, j'espère qu'il va miauler. Parce que tu peux pas faire miauler un chat, là. Fait que c'est sûr, tu fais juste enregistrer des heures et des heures et des heures de voice acting de chat puis de chien. Après ça, tu découpes les bouts qui sont importants. Ben oui. Les trucs que tu décides qui vont être qui vont être proches pour ça. Puis tu sais, moi, j'ai déjà eu un chat noir en plus. Fait que c'est comme... J'avais un petit attachement sur le chat, là. Comme... Minou! Ah, c'est cool. Moi, j'adore les chats. Les chats, c'est les meilleurs animaux, personnellement. Mais ça, c'est parce que j'ai jamais eu un bon chien, fait que... Ouais, je sais. Moi, j'ai eu un très bon chien. J'ai eu 2 bons chiens, fait que je ben, chez mon père, il y en a un, il est vraiment cool, mais ma mère, son chien à ma mère, je veux l'étrangler, là, mais... Regarde. Oh non! Oui, je te jure, le chien m'attaque, genre, je veux l'étrangler, là. Mais tu vois... Ma mère, elle a un chat, je veux l'étrangler. Mais c'est parce que les chats, des fois, c'est des astis de bitch. Genre, toi, tu me dis que ton chat, il arrête juste pas de chialer, genre. Non, ils sont obligés de l'enfermer dans le sous-sol, dans le... Peu importe, là, dans une salle du sous-sol. Ils l'enferment pour pas l'entendre. C'est ça. Ouais, moi aussi, avant, on avait 3 chats. Puis des fois, la nuit, là, c'était incroyable. Genre, genre, ta gueule. Puis en plus, c'est comme, tu peux pas dompter un chat en plus. Il va juste faire ce qu'il veut. C'est comme, t'adoptes un chat, puis c'est plus ta maison. C'est la maison du chat, puis c'est toi l'invité. C'est comme... Puis en plus, tu sais, c'est pas comme, tu sais, un chien, tu peux le nourrir quand tu veux. Tu le sors quand tu veux. Tu sais, t'es le maître du chien. Le chat, faut que t'ailles une litière parce que lui, il va y aller quand il veut. Puis il faut que t'ailles un bol de bouffe parce qu'il va manger absolument quand il veut. C'est comme... Fuck. Les chats, c'est des rois, man. Les Égyptiens, ils avaient raison, man. Les chats, c'est des dieux, puis ils sont là pour nous surveiller. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de Flo. Ouais. Fait que maintenant, on peut se mettre à A Real Pain. A Real Pain, qui est le 2e film de Jesse Eisenberg. Puis je tiens à mentionner que... Non, j'ai pas vu le premier parce que je tiens à mentionner que quand on a décidé de faire ce film-là, je savais même pas que Jesse Eisenberg avait fait un film. Non plus. Pourquoi ta tête est soudainement plus luminée que tantôt? Parce que j'ai changé de page. C'est comme... J'ai utilisé la page Wikipédia, c'est pour ça. Ouais. Elle est blanche. Bah! Tu vois? Ouais, je sais. Ça m'a juste fait rire. A Real Pain, avec Jesse Eisenberg puis Kieran Culkin, qui joue dans Succession. Yes! Il est tellement bon aussi dans ce film-là. Ben, il a gagné un Emmy aussi pour Succession, me semble. Oui, je pense cette année même. Si un Emmy puis un Golden Globe dans la même année, c'est quand même une scène. Là. Parce que, on va le mentionner tout de suite, il a gagné le Golden Globe pour le meilleur acteur. Mm-hmm. Ce qui est quand même mérité, personnellement. Sa performance est vraiment bonne. C'est un excellent acteur. Ouais, c'est un bon acteur. C'est le premier projet que... Je trouve que ce film-là est assez sous-coté, honnêtement. Sur-coté? Pas vraiment sous-coté. Sous-coté?
J'en ai pas vraiment entendu parler. Ouais. Plus que ça. C'est la première fois que tu m'en parlais, parce que j'ai trouvé que c'est un bon film. Oui, c'est un bon film. C'est un film assez sympathique, personnellement. Le début me fait rire, la fin me fait un petit peu pleurer. La fin est quand même tragique. Ça dépend. Tu sais, ce film-là, il est aussi ouvert à plein d'interprétations pour la fin. On va pas jumper à la fin tout de suite, mais je veux parler de la scène où est-ce que. Au début, au début du film, ça m'a fait vraiment rire. Il est comme. Quand on va arriver en Pologne, j'ai du pot pour nous autres. Puis là, Jesse Eisenberg, il panique, puis il est genre fucking stressé tout le long. Autant dans l'avion que genre l'aéroport, il est genre fuck. Pour que finalement il arrive à l'hôtel, puis le gars il s'est les fait shipper. Fait qu'il l'a jamais amené avec lui. Ça m'avait fait vraiment rire, ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a la scène quand ils prennent les photos devant le monument. Je l'ai trouvé absolument incroyable, cette scène-là. Genre, Jesse Eisenberg qui est fucking malaisé. Genre, il comme. De prendre des photos pour tout le monde. Puis là, tout le monde commence à faire genre, ah ben oui, c'est une bonne idée de prendre des photos complètement irrespectueuses devant des monuments de guerre. Vraiment une bonne idée. Puis le black dude qui fait le médic, puis il met son foulard alentour de la jambe de la statue. J'étais comme, aïe aïe, c'est incroyable. Vous êtes des débiles. C'est incroyable. Ouais. Mais ça montre aussi, au niveau de la caractérisation des personnages, ça montre aussi vraiment le contraste entre le personnage de Jesse Eisenberg puis de l'autre, là, Benji. Qui est beaucoup plus extraverti, puis lui est beaucoup plus interne, quoi, comme personnage. Oui, puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est au niveau externe. Au niveau interne, c'est complètement une différente histoire. Parce que le personnage de Benji, on le découvre plus tard dans le film, a fait une tentative de suicide 6 mois avant. Mm-hmm. La scène est absolument incroyable, la scène quand on le découvre. Jesse Eisenberg est un Christ de bon acteur, pour vrai. J'ai vraiment trouvé le script solide. Ouais. Il est vraiment bien écrit. Puis, la scène à la table, surtout quand la caméra s'en va sur lui, puis il commence à craquer. Là, et il en dit un peu trop, mais oh my god, cette scène-là, c'est sûrement la meilleure scène du film. Avec la dernière scène, la scène des adieux, je dirais. Ouais. Mais je veux qu'on parle de la scène de la table parce qu'il y a une ligne que j'ai absolument trouvée incroyable de Jesse Eisenberg, puis c'est la ligne qui dit « I know that my pain is unexceptional, so I don't feel the need to, burden everyone with it. » Ça, c'était absolument une ligne gut punch. Parce que tout le monde peut relate à cette ligne-là. Tout le monde. Parce que tout le monde a de la douleur. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas une douleur quelconque. Puis, veut pas, on veut pas faire chier le monde avec ça non plus. Parce que tu te compares aux autres, puis t'es comme, mais ma douleur est pas exceptionnelle. C'est comme, pourquoi je te dérangerais avec ça? Mais c'est important d'en parler quand même. Oui, parce que c'est une façon. Si tu t'en parles pas à personne, tu te dénigres un peu ton estime de toi. Exact. Je dirais. J'ai trouvé drôle aussi quand Benji commence à paniquer quand ils sont dans le train. Là. L'ironie de la chose était quand même très drôle. Comme, on est en first class dans un train en Pologne, puis on est juif. J'étais genre, bro, pourquoi tu penses à ça? T'es comme, là, 50 ans, on s'en irait mourir. Genre, bro, arrête. J'étais genre, non. Pourquoi? Psychopathe, mon Puis après, Jesse Eisenberg s'endort dans le train, puis l'autre est comme, je te regardais dormir, puis on a skip la sortie qu'il fallait prendre. Comme, qu'est-ce que tu fais, man? Mais moi, tu sais, autant que j'ai aimé la scène à la table, j'ai préféré, en termes émotionnels, la scène quand il confronte son cousin avec sa tentative de suicide, puis que Jesse Eisenberg est vraiment break au complet, là. Tu l'entendais dans sa voix, là. C'est comme... Quand il a dit « Pourquoi tu te ferais ça à toi? » Genre, tu sais, tout le monde t'aime. Tu sais pas à quel point que je voudrais être toi. Puis toi, tu voudrais gâcher ça, genre. Ah, les thématiques du film sont gut punch, pour vrai. Pour un film qui se dit, genre, drama comédie, le drama, il a overtake pas mal, là. Parce que ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le personnage de Benji va aussi confronter le gars qui fait... le tour. Le tour.
Ouais. Le tour. Puis je trouve ça intéressant parce que tu as aussi comme la frontière entre le tourisme et le voyeurisme. Ouais. Et l'hommage. Ouais, Dans le exact. film, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai. Toutes ces thématiques-là sont abordées. J'aime aussi la scène à la fin où que lui qui faisait le tour, il remercie parce qu'il n'y a pas eu de feedback. Puis t'as-tu remarqué que Benji a fait une impression sur le gars profonde, puis il donne un câlin, puis tout le kit, puis pour Jesse Eisenberg, il est juste « Hey, ciao, man! » Thanks, Dave. C'est tout ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il dit. C'est genre « m'a Hey, marqué. bye! » là. Ah ouais, ça m'a marqué. C'était genre « Ouh! Damn! » Ça fait mal, ça. Ouais, c'est comme... Parce comme Jesse Eisenberg l'a dit, Benji, il est aimé par tout le monde. Il rentre dans une pièce, puis tout le monde est comme « Yes! Benji est là! » C'est comme... Puis Jesse Eisenberg, son personnage, c'est un introverti qui a un OCD, puis qui a ses problèmes personnels, puis... Mais il a sa vie qu'il est bien heureux. Puis Benji, il est pas heureux, là. Non, il est clairement pas heureux dans sa vie. Mais pourtant, les deux se complimentent, puis c'est aussi une façon de se rapprocher pour ces deux-là. Et ça, j'ai trouvé ça très touchant tout le long du film. Parce que, aussi, je trouve que le film, il en fait pas trop. Parce qu'il y a des films qui sont super dramatiques pour rien, puis celui-là, j'ai l'impression qu'il était assez sobre. Ouais. Il essayait pas de comme te tirer les larmes. Les larmes venaient tout seules, organiquement, par rapport au script. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. Il en c'est fait pas trop. C'était surtout relatable aussi. Parce que tous les moments émotionnels étaient 100% relatable. Mais le film en soi, il est assez simple, mais vraiment efficace. Il est très simple. J'ai trouvé la réalisation super belle. La couleur était un petit peu washée. Genre, j'aurais peut-être mis un petit peu plus de couleur. Mais ça, c'est un petit détail personnel. Là. Puis aussi, l'architecture en Pologne est vraiment spéciale. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Au niveau de l'architecture, ouais. C'était bien filmé. Tu veux-tu qu'on parle de la scène quand ils vont à la maison de leur grand-mère? Ouais, vas-y. Ça, c'était très drôle. Les voisins qui, genre, ils parlent pas langue, puis genre, eux autres comprennent rien. Là. Ils sont comme, qu'est-ce que tu fais ici? Mettre une roche devant la maison. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Il y a une vieille madame qui habite là. Elle va trébucher à cause de vous. Ils ont quand même raison en même temps. Là. Ouais, ils ont raison. Je suis d'accord avec eux. Là. C'est comme, faites attention à vos aînés. Là. Puis il est très court. Hein. Ouais, il est 1h25. Là. Il y a aussi la scène... tu sais, plus tard dans le film, on apprend que Jesse Eisenberg, il y a l'image dans la tête de son cousin qui a fait sa tentative de suicide. Puis ça, c'est engravé dans sa tête. Mais plus tôt dans le film, quand il se réveille, il voit Benji endormi, puis ça paraît que il y a un effet sur lui de juste pas être sûr s'il était en vie ou non. Là. Puis plus tard dans le film, quand que Benji décide de passer la nuit avec la bonne femme, puis Jesse Eisenberg a passé la nuit à le chercher, ça a dû être chiant. Là. Ça a dû être vraiment stressant pour lui parce que là, il devait paniquer. Là. Ça permet de recontextualiser ces moments-là. Justement. Ouais. Exact. Puis il y a un stress. Dans ces scènes-là, c'est wow. Ouais. Ton interprétation personnelle de la fin. Avec la roche? Non, pas la roche, avec pourquoi Benji décide de rester à l'aéroport? Pourquoi il décide de rester à l'aéroport? J'avoue, j'ai pas pensé plus que ça. Toi, t'as-tu une interprétation? Ben parce que moi, je pense... les deux... Je m'en parle dans mes mots. Non, c'est correct. Parce que les deux... Parce que Benji pensait que le trip allait changer quelque chose. Moi, je pense que... Parce qu'il est en dépression. Tu sais, depuis sa grand-mère est décédée, il est en dépression, il a essayé de se suicider. Il pensait que ça allait changer quelque chose, mais finalement, au final, il est autant vide qu'avant. Puis il est possiblement homeless aussi. Possiblement parce qu'il y a les indices qui sont là. Au début du film, Jesse Eisenberg essaie de le contacter. Il répond pas. Il arrive là, Benji dit qu'il est déjà à l'aéroport depuis quelques heures. Puis que là, l'aéroport ouvre vraiment tôt, fait que tu peux juste être là puis chiller. Puis que tu rencontres les gens les plus incroyables là, dans un aéroport. Quand il arrive en Pologne, Benji demande le téléphone à Jesse Eisenberg pour avoir de la musique parce que son téléphone ne joue pas de musique. Je viens de connecter ça dans ma tête. Wow. Quel genre de téléphone fait ça? T'sais, quel genre de téléphone ne joue pas de musique? Puis à la fin du film, il décide de rester là. Puis c'est comme... Est-ce que c'est juste un échappatoire? Est-ce qu'il veut juste
pas retourner chez ses parents? Est-ce que ses parents l'ont crissé dehors? Pourquoi est-ce qu'il y a honte? Exact. Aussi. Est-ce qu'il y a honte? Pourquoi il refuse? Puis la raison pourquoi il refuse d'aller voir la famille à Jesse Eisenberg, c'est qu'il veut pas se rappeler de qu'est-ce qui manque dans sa vie. Parce que oui, il pourrait y aller puis avoir un bon moment, un bon quelques jours, mais après, un coup qu'il repart de là, le vide va revenir tout de suite parce qu'il n'y a rien qui comble ce vide-là. Wow. J'y ai pas pensé. Parce que ça serait juste... Ça fait totalement sens. Parce que c'est ça, juste visiter la famille à Dave, ça serait avoir un glimpse dans la vie qu'il n'y a pas. Ça ferait encore plus mal pour lui. Ça serait une vraie douleur. Mais, en même temps, le film finit avec un léger sourire qui te donne un petit peu d'espoir, peut-être. La fin, selon vraiment... moi, c'est un peu la claque d'en face qu'il a donnée qui était un peu symbolique aussi. Oui, la claque d'en face qui est suivie par un câlin, là. C'est comme... Ouais, je sais, mais c'est aussi comme genre, ça marche pas. Ça a marché quand j'avais 18 ans. Là. Mais peut-être que le sourire vient aussi symboliser que peut-être un petit quelque chose qui a marché avec ces claques d'en face, là. Et ce câlin-là, juste après. Exact. Puis en plus, moi, je suis pas mal sûr, Jesse Eisenberg, je pense qu'il a fait ses recherches. C'est un symptôme des gens qui sont suicidaires puis dépressifs, c'est d'aller dans des lieux publics puis d'observer les gens. Wow. Ouais. Wow. Puis j'ai vraiment aimé la fin parce qu'elle est vraiment ouverte à beaucoup d'interprétations possibles. Mais j'adore l'interprétation que tu viens de donner. Je trouve ça vraiment poignant. Merci Reddit. Reddit, ça m'aide beaucoup à comprendre les films que j'écoute. Mais il y a des trucs qui viennent de se coller dans ma tête à cause de ça. Moi aussi, quand j'ai lu le film encore plus. Parce que moi, quand j'ai lu le commentaire, moi aussi, j'avais pas pogné les liens de la tentative de suicide puis le fait qu'il est peut-être homeless. Mais moi, je pense qu'il est définitivement sans abri. Là. Surtout que c'est un détail assez bizarre, comme genre ta musique qui joue pas sur ton téléphone, c'est bizarre. Ouais. Puis au début du film, il pouvait pas répondre au téléphone. On le voit jamais avec un téléphone, en fait. Il y a un bout que j'ai trouvé drôle, c'est quand que la bonne femme, elle marche toute seule, là, puis le Benji est comme, on devrait aller y parler, elle est toute seule. Puis là, il s'en va y parler, puis il est comme, pourquoi t'es toute seule, t'es une loser? Oui, il dit ça, j'étais comme, what the fuck, Benji? Genre, c'est pas mal que tu pars une conversation, dude. Mais ça a marché. Ça a marché. J'aime comment la bonne femme a dit oui, ma fille s'est mariée avec un gars riche. Il a dit fuck off. Oh, fuck off. Fuck off. I hate rich people. Base. Parce qu'il est probablement pauvre aussi. Ouais, je sais. C'est un très bon film. Le film est vraiment beau. Puis, tu sais, il n'y a pas de reconnaissance. Le film a fait 11 millions au box-office. C'est pas énorme. Là. Mais techniquement, le critique est comme genre correct, mais pas exceptionnel non plus. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment sous-coté comme film. C'est un bon film. Je donnerais un 7.5. C'est un très bon film. Moi aussi, c'est un 7.5. C'est ça que je m'avais dit tantôt. On va-tu avoir la même note pour Better Man en plus? Man, on va peut-être faire un 3 en 3. Hein? Ça serait sick. Mais non, c'est un très beau film, puis j'encourage n'importe qui à regarder ce film-là. C'est un film qui se regarde super bien. Puis c'est un film avec du cœur. Puis... Ouais. Puis je suis intéressé à voir les prochains films de Jesse Eisenberg pour le coup, parce que je pense que c'est un bon réalisateur qui mérite totalement d'être pris au sérieux. Moi, je veux voir son premier aussi. Je sais pas c'est sur quoi, mais ça serait intéressant à regarder. Ouais. Tu as d'autres choses à dire sur le film? Parce que je me grattais la jambe. Je trouve qu'on a une belle brochette de films cette semaine. Ouais. Vraiment des très bons films cette semaine qu'on a. Je trouve que c'est rare qu'on ait autant de bons films un après l'autre, puis là, on finit avec sûrement un des meilleurs. C'est parce que là, en plus, c'est comme on ramp up les films qui vont probablement aller aux Oscars. Fait que, veux pas, la qualité est plus là que quand on est pendant l'année puis on check qu'est-ce qui sort. Là. Mais là, je trouve qu'on a quand même une brochette de films qui sont sous-coté pour moi. Vraiment, oui. Là, on embarque au film qui est le plus sous-coté, à mon avis. Là. Peut-être pas sous-coté parce que les critiques sont excellentes, mais définitivement, il n'est pas vu le film. Il n'y a personne qui a été voir le film. Le film a fait 15 millions au box-office sur un budget de 115, et je parle bien sûr de Better Man, ce qui est notre prochain film, qui est présenté par BetterHelp. Non, c'est pas vrai, on n'a pas de sponsor. Oh shit! Abonnez-vous à Honey. C'était trop tentant, le Better Man. Oh, BetterHelp.
Donc, Better Man, réalisé par Michael Gracie, qui est le réalisateur de The Greatest Showman. T'as-tu vu The Greatest Showman par hasard? Non, j'ai pas vu ça. Moi, je veux le voir, le film, après avoir vu Better Man. Là. Moi aussi, parce que c'est un très bon film. Hein? Better Man, honnêtement, j'ai pas arrêté d'y penser depuis que je l'ai vu. J'ai pas arrêté, j'arrête pas d'y penser à ce film-là. Je sais même pas quoi dire de ce film-là. Tu connaissais-tu quelque chose de Robbie Williams? Non. Pas du tout. D'ailleurs, cette semaine, toi, t'as commencé à écouter sa musique, t'étais comme genre, mais avant de voir le film? Ben, attends, OK. L'affaire, c'est que le synopsis dit que c'est un film sur un chanteur qui est dans le groupe Take That. Puis je suis comme, alright, on va checker c'est quoi Take That. Je check les tunes, puis je suis comme, man, c'est donc ben gay. Ça va être un film le fun. Ça va être un film gay, puis le fun. Finalement, une demi-heure, le film est comme vraiment gay, mais après, il quitte le groupe, puis je suis comme, attends, quoi? Fait que j'étais juste pas au courant de sa carrière solo qui est absolument immense, qui est genre l'un des plus gros pop star icons du UK. C'est comme, man, comment que j'ai manqué ce détail-là? Je sais pas. un petit détail. Juste un petit gros détail. Puis en plus, je savais même pas que ça allait être une comédie musicale. Moi, je savais que c'était un film musical parce que c'est un biopic, mais je pensais que ça allait être plus comme dans la même veine que Complete Unknown, dans le musical. Qui est genre, tu sais, on joue de la musique quand c'est approprié et non, on part des gros numéros musicaux. Toi, tu le savais-tu, c'était un musical? Non, absolument pas. C'était quoi ta réaction quand que la première tune avec le singe enfant a commencé? Avant qu'on parle du film, juste mentionner aux personnes qui n'ont pas vu le film, ce qui est absolument tout le monde parce que personne n'a été voir ce film-là, le chanteur est joué par un singe, ce qui est très intéressant. En CGI. En CGI. Un singe anthropomorphique d'ailleurs. Hein. C'est pas. Il n'utilise pas les mouvements d'un vrai singe. Puis je tiens à dire, j'ai écouté le documentaire sur Netflix sur Robbie Williams. Puis il y a une line de Robbie Williams quand il est jeune. C'est des entrevues puis tout. Il a carrément dit I come up through the stage and I gotta do Grinning Monkey Boy for 2 hours. Fait que c'est très approprié qu'il soit un singe. C'est comme ça qu'il se représente lui-même. Oui, exact. Puis en plus, il y a un TDAH comme moi. Fait que j'étais comme c'est pour ça que j'ai pu relate. Mais. Puis je dois dire juste avant, là, parce que pour dire à quel point c'est surcoté, moi, j'étais arrivé dans la salle, il y avait personne, puis il y a personne qui est rentré après que je suis rentré, puis j'étais tout seul tout le long de la session. Moi, il y avait peut-être 5-8 personnes à peu près. Sûrement une des meilleures expériences en termes de cinéma que j'ai eu depuis un bon bout, parce que c'était aussi tellement le fun de mettre mes pieds sur ça doit. Là. Ça doit. Moi, ce qui m'a fait chier, c'est qu'au cinéma, j'ai pris mes billets pour la ligne B parce qu'il y avait du monde dans la ligne C. Ces deux personnes-là se sont mis dans la ligne D, les tabarnak. Achète des billets dans la ligne D si tu veux être dans la ligne D, calice. Je m'aurais acheté un billet dans la ligne C, Colin. En tout cas, donc le film commence, puis c'est un singe, il joue au soccer, puis ensuite il se fait comme denied, puis il se fait un petit peu insulter, puis il le prend mal, puis il s'en va, puis ça part en vidéoclip. C'était quoi ta réaction à ce moment-là? Ça me fait rire. Moi, ça m'a un peu fait chier. J'étais genre, c'est pas une comédie musicale en plus. J'étais pas content. Mais le numéro de Rock DJ m'a carrément pris par surprise. Puis à ce moment-là, j'étais all the way in. J'ai vraiment trippé sur ce film-là. Moi aussi. Moi... Hein, vas-y. Non, j'ai dit moi aussi. Ah ouais. Je pense que aussi, c'est parce que la mise en scène est tellement ingénieuse au niveau des transitions, puis au niveau de comment le storytelling est fait. Ça veut dire que tu as plusieurs éléments de son histoire qui sont faits dans une scène. Ouais. C'est comme toute la relation qu'il y a avec une femme. Tu vois comme le début et la fin en une scène quasiment. Ben, cette scène-là était absolument magnifique. La scène de She's the One, là, c'était tellement magnifique. Puis quand il commence à couper avec des flash-forward, j'étais comme... Oh my God, c'est smart. C'est genius. C'est juste genius. Parce que toute l'entièreté de leur relation. Exact. Puis en plus, c'est pas juste des numéros musicaux juste pour être des numéros musicaux. Ils servent un but à l'histoire. La séquence de Come Undone, quand il quitte le groupe,
puis que le crash de voiture, la chanson est vraiment triste, puis c'est... Non, le film, j'ai passé par toutes les émotions qu'il faut quand tu regardes un film, puis ça, c'est bravo au réalisateur. Puis le crash de voiture, surtout quand il est dans l'eau, puis tu vois tous les gens qui prennent des photos. L'imagerie qui est juste dans le film, qui est tellement... La symbolique est tellement forte, tellement puissante. Moi, j'adorais ça. C'était tellement bien mis en scène, puis tellement... la façon qu'ils intègrent son histoire dans les chansons, puis la façon dont ils font des flash-forward, puis ils flash dans le présent, puis la façon dont c'est tout mêlé dans une chanson qui vient thématiquement faire avancer le film. Moi, je trouvais ça brillant. La façon qu'ils ont fait ça. C'était intelligent. C'était captivant tout le long. Pour revenir à la séquence musicale de Rock DJ, la séquence musicale en tant que telle a beaucoup de storytelling. Au début, ils sortent avec leur premier contrat, puis tout le monde est comme « What the fuck, c'est qui eux autres? » Mais plus que la chanson avance, plus que ils rentrent dans la ville de Londres, puis plus que le public les appuie, puis qu'ils deviennent big. Puis ça, c'est la significance que le groupe est devenu big aussi, assez vite. Mais en plus, le numéro est en plan séquence. J'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est le craft de cette séquence-là est juste magnifique. Puis c'est là que le film il me take over. Là. À ce point-là, le film, il m'a eu, puis j'étais all the way in. Là. Puis à ce moment-là, ça faisait déjà un bout que j'avais oublié l'aspect du singe. Parce que tu l'oublies assez vite, le singe, pour être honnête. Là. Ouais. Parce que, man, il est bien fait en crise. Il est bien fait, puis je dois dire, il y a des jokes aussi sur le fait « Ah, t'es poilu. Sa grand-mère lui dit ça, je suis tout comme « Oui, c'est un singe. » Il y a des trucs, il y a des blagues méta que tu peux juste comprendre, pas les personnages, mais toi, tu peux comprendre. Ouais, parce que personne dit que c'est un singe, c'est juste parce que l'imagerie. Selon moi, les personnages le perçoivent comme un être humain, mais nous, le public, on le perçoit comme un singe. Ouais. C'est un peu... Grinning Monkey Boy, là. Ouais, c'est intéressant. C'est singe qui danse, là. Parce que c'est aussi ça qui... pour lui, c'était ça quand il était dans Take That. C'était un dancing monkey en arrière. J'ai bien aimé la séquence quand il... La séquence quand il baisse sa drogue, là, puis il va sur scène, puis il est basically knock-out sur scène, là. Ça, c'était rough au début, puis finalement, il embarque dans le show, puis il vole le micro de l'autre, là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est genre tête, pas que le spotlight. C'est aussi pour imposer sa dominance, c'est son rival, le chanteur principal. Ouais. Fait que, Gary. Il l'aimait pas parce que Gary avait tout il avait tout l'argent, tout le fame. C'est lui qui écrivait les chansons. Le groupe était vraiment basé alentour de lui. Puis il dénigrait son implication dans le groupe aussi. En plus, il y a le... Non, ça, c'est dans le documentaire, laisse faire. Dans ma tête, j'avais un peu de nez. C'était dans le documentaire. Parce que dans le documentaire, Robbie Williams, il est assez excentrique. Il y a un TDAH, fait que veut pas, il est différent des autres. Puis à un moment donné, il fait des affaires, puis il y a Gary à côté qui est comme, tu peux-tu te la fermer, là? Genre, ah non, c'était comme, OK. Puis ça, c'était genre 2 mois in, là. C'est comme... Il s'est fait un petit peu bullied par les autres membres du groupe. C'est ça qui est plat. Mais en même temps, il se faisait bully aussi quand il était petit. Fait que une corrélation ici. Ouais. Parce qu'il est différent. Ouais. TDAH. Pourquoi ma soeur vient de m'envoyer un TikTok? Shut up. TikTok est banni depuis hier. Hein? Avant hier, hier. Aujourd'hui. Maintenant, ils s'en vont sur l'application chinoise, les gens. Ils s'en vont sur Red Note, qui est chinois aussi. C'est comme, OK. En tout cas, Better Man. La séquence de She's the One, si tu m'avais dit, quand on a commencé le podcast, qu'à la fin de l'année, j'allais aimer un numéro de ballet, je t'aurais pas cru. Je t'aurais dit, fuck you, j'aime pas les comédies musicales, puis j'aime pas le ballet. Puis là, j'en pleurais, j'étais genre, oh my God, c'est tellement beau. Mais je pense pas que la scène aurait eu un effet s'il n'y avait pas eu les flash-forward. Non, c'est vraiment la construction narrative et tout ça mêlé avec la musique qui fonctionne du feu de Dieu durant tout le long du film. Aussi l'imagerie à certains moments que je trouve vraiment powerful. Mm-hmm. Puis je trouve que c'est un film qui parle aussi de l'addiction. C'est par rapport à sa vie, mais ça parle beaucoup d'addiction. Ben oui, il y a struggle avec la drogue, ce qui est
La temporalité est pas là dans le film, vraiment, parce que il a été sobre quand il a un petit peu avant de commencer sa carrière solo. Puis ensuite, il est retombé dans les drogues prescription. Fait que le film, il est différent de la vraie vie, ce qui est normal. Mais ça fait un très bon film, là. Comme ça, la scène finale a le plus d'importance dans le film que dans la vraie vie. C'est meilleur au niveau de la construction thématique du film et où qui s'en va vers la fin. Oui, parce que sinon, il aurait quitté Take That, il aurait arrêté la drogue, il aurait eu sa carrière, puis ça aurait juste été le film aurait juste monté, puis ça n'aurait pas eu le même impact que s'il prend de la drogue tout le long. Puis le moment quand on apprend que sa blonde elle a eu un avortement forcé de son manager, ça m'a brisé ça avec. Puis c'est là qu'il écrit la chanson Something Better. Puis cette chanson-là, elle m'a brisé dans le film, personnellement. Ouais. C'est une chanson extrêmement touchante. Ah, elle était super belle. Puis en plus, la scène était vraiment incroyable. Là. Quand il dit si tu vas rire, fais-le intérieurement, s'il te plaît. J'ai trouvé ça vraiment beau. Puis il fait les chansons avec Guy. Avec Guy. Ça me fait rire comme nom en anglais. T'sais, en français, ça sonne bien. C'est comme hey, c'est Guy. Mais en anglais, c'est Guy. It's a guy. Hey, guy. Are you a guy? Genre, ça me fait juste rire comme nom. Mais c'est ça. Là, on embarque dans sa carrière solo. Je suis vraiment content de ne pas avoir checké ses chansons avant. Puis d'avoir juste écouté des chansons de Take That. Parce que je m'attendais pas à ce que ça soit des... Parce qu'en plus... C'est pas ses chansons de Take That. Fait que... Non, c'est ça. Mais en plus, on s'entend, la voix de Robbie Williams, c'est pas une voix incroyable. Tu sais, c'est... Non. On est loin d'une voix super belle. Genre, il y a une voix juste, mais that's it. Mais c'est les textes de ces chansons qui sont absolument magnifiques. La chanson Angel est incroyable aussi. Là. Angel Something Better était... Wow. J'ai vraiment aimé Angels aussi. Une belle chanson. Non, c'est vraiment magnifique. Puis moi aussi, j'étais surpris parce que tu m'avais dit comme genre, j'aime pas ces chansons, fait que je m'attendais pas. Ah oui, j'étais comme, ça va être deep, ça va être le fun. je m'attendais à pas vraiment aimer ces chansons. Puis là, je suis comme genre, ben non, c'est bien, Antoine. De quoi tu parles? J'étais comme ça dans ma tête, j'étais comme, ouais, voyons. Non, ces chansons sont bien écrites, puis c'est vrai qu'il y a genre. Il n'y a pas comme la meilleure voix, mais c'est juste dans les émotions. Sa voix est parfaite pour ça. Puis dans ses performances sur stage aussi, là. Ouais. Parce que c'est un performeur. Oui, c'est un entertainer. C'est un entertainer, exactement. Puis ses performances sont insane. D'ailleurs, la scène où il se met comme à l'envers, tu vois la fin dans les crédits qu'il a vraiment fait. Ouais. Comme genre, moi aussi, j'étais comme, attends, quoi? Pour vrai, puis j'étais allé voir une couple de ses performances live, puis tu sais, il a vraiment fait ça. La seule affaire qui est différente, c'est qu'il n'a pas jumpé du haut pour atterrir en superhero landing. Non, ça c'est pas réaliste, là, mais est-ce que... Ça m'avait fait rire, ça, le superhero landing. Là. Mais écoute, là, on est rendu là, fait qu'on peut parler de la scène Let Me Entertain You. Ce numéro musical-là était absolument incroyable. Quand il jump dans full pour battre ses représentations de son passé, là. Tu t'attendais-tu à ça? Tu t'attendais-tu à une séquence de genre Avengers? Genre, j'étais genre, what the fuck? Ah non, c'était incroyable ça. Cette séquence-là était le fun. C'était genre, Let me entertain you, mais c'était le film. Une scène d'action dans une comédie musicale. What the fuck? Exact. C'est comme, en plus, la tune c'est Let me entertain you. Fait que le film est comme, laisse-moi te entertain, genre pendant 3 minutes, là, on va avoir du fun. Are you not entertained? Exact. Mais c'était le fun, cette séquence-là. Là. J'étais comme, what the fuck? You good? Ouais. Il y a quelqu'un qui descend les escaliers en haut. OK. Nick, il est tout le temps pas content quand il y a le monde en haut qui font du bruit. Chris, il est comme genre, allez manger, je sais pas. Ils savent pas que t'as un podcast. Tu devrais leur dire, hey, les dimanches, de 9h à 11h, pouvez-vous ne pas être là? Là, il est dans ta fenêtre. Ouais. Je vois son nom. Fucker. Fucker neighbor. Mais non, je dois dire, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Robbie Williams, il est dans la production du film, il fait la voix aussi. Puis ce que il fait à moitié la voix. À moitié. Il fait à moitié, oui. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le film est aussi excentré que la personne lui-même. Et ça, j'ai trouvé ça génial.
Mais ce que j'aime aussi, c'est que le film, il est incroyablement critique envers lui-même aussi. Mm-hmm. Parce qu'il y a un featurette avec Robbie Williams où est-ce qu'il dit, tu sais, les biopics d'habitude sont souvent feel good, sont là pour comme... Les artistes, ils ont souvent peur de briser leur marque. Puis lui, il a carrément dit, moi, j'ai pas peur de briser ma marque, j'en ai rien à foutre. Puis, tu sais, il critique complètement sa dépendance à la drogue, puis ces affaires-là. Puis comme quoi qu'il était pas mal un trou de cul avec plein de monde alentour de lui. Puis ça montre en plus qu'il a fait ses amendes, puis il s'est excusé à tout le monde. Ça, c'était le fun. Ouais. T'as-tu remarqué que le manager de Take That, il ressemble à Joe Pesci? Non, j'ai pas remarqué. Je trouvais qu'il ressemblait à un Joe Pesci de Tému, genre. Je sais pas. J'étais genre, on dirait Joe Pesci de Wish.com. Mais je trouvais ça intéressant aussi parce que on a un biopic ici qui est vraiment comme excentré par rapport et qui correspond très bien comme genre à la personne. Et on a regardé comme genre récemment comme Complete Unknown, que je trouvais comme un peu trop clean dans sa réalisation, un peu trop académique. Ouais. Ici, c'est vraiment, il s'est laissé aller. Puis c'est un peu un problème avec Complete Unknown. C'est comme genre, c'est bien pour qu'est-ce que c'est correct. Mais c'est pas extraordinaire parce que la réalisation fait pas grand-chose avec. Mm-hmm. Ouais. Je trouve ici, il prend vraiment comme avantage du médium. Mm-hmm. Alors que je trouvais comme ça trop safe dans Complete Unknown. C'est trop générique. C'est sûr, moi personnellement, Complete Unload, c'est pas un musical du tout. C'est juste un biopic sur un musicien. Donc, il y a de la musique et du chant pendant qu'il y a des moments appropriés pour chanter. Puis Better Man, c'est un musical all the way. Ouais, je sais. Donc, c'est complètement différent, mais dans un... Mais je trouve ça plus audacieux, en vrai, parce que il y a des trucs qui connectent ces deux artistes-là, pour moi, dans ma tête, parce que, OK, les deux, c'est des trous de cul, je suis désolé. Oui, les deux, c'est des trous de cul, mais il y a une différence fondamentale entre les deux. D'un côté, t'as Bob Dylan qui s'en calisse de son audience, puis de l'autre côté, t'as Robbie Williams qui a peur d'aller sur la scène, puis qui a peur d'aller devant 80 000 personnes, parce qu'il a peur de fail devant toutes ses fans. C'est différent. Ils sont trous de cul, mais différemment. Alors. Ouais, je veux dire, mais je trouve aussi qu'il manque un peu de nuance dans Complete Unknown parce qu'il y en avait quelque chose à foutre quand même un peu. Ouais. Mais... Ben, c'est juste la fin du film de Bob Dylan. J'ai fini le film, puis j'étais comme, OK, il s'en calisse. Mais tu sais, j'ai fini le film. Attends, je vais en parler après, pour la fin. OK. Vas-y, garde ça. À moins que tu aies d'autres choses, mais au début du film aussi, quand son père il s'en va, j'ai trouvé ça absolument gut-wrenching aussi. Parce que je trouve aussi que les relations entre les personnages, tu sais, dans Complete Unknown, c'est comme genre, OK, ça fonctionne pas trop les relations entre les personnages pour moi. Puis là, c'est comme la relation entre les personnages sont super bien écrites. Ouais. Je trouve ça vraiment bien écrit, pour le coup. Ouais, puis tu sais, même si... solide, puis surtout parce que ça build tout le long du film pour atteindre le climax. Puis ça, c'était très intéressant. Tu sais, autant que je trouve que son père méritait pas la redemption qu'il y a à la fin, non. est quand même importante au niveau personnel pour le personnage de Robbie Williams, parce qu'il a jamais vraiment blâmé son père pour être parti. On dirait... Selon moi, il aurait dû parce que... Oui, il aurait dû, mais Robbie Williams, il a toujours pensé qu'il allait revenir. C'est le syndrome des enfants qui sont abandonnés, là, c'est normal. Mais il n'a jamais vraiment... Oui, il n'a jamais cru Antoine. Non. Fuck! Oh! Je suis désolé, mais je suis un enfant qui a été abandonné, mais j'en ai rien à foutre. Il peut mourir, je ne sais même pas. Fuck. Il peut être mort en ce moment, je sais pas. Oh my God. Moi, c'est la scène quand on apprend que c'est la grand-mère qui a convaincu le père de l'appeler. Là, j'étais comme, oh man, come on. Le père, il a même pas été foutu d'appeler son fucking fils. Puis un coup qu'il devient célèbre, il est comme, ah, le père, il est là. C'était comme, nice. Ouais, profiteur. Ouais. Mais la scène au lac est vraiment importante pour leur relation. Mm-hmm. Cette scène-là est incroyable. T'as un shot préféré aussi dans cette scène? Ouais, il y a un wide shot quand le père il rentre dans l'eau avec voyons, avec le soleil qui reflète sur l'eau. Le shot est insane. C'est un des plus beaux shots de l'année. Je m'attendais... Tu sais, le film était beau, il était bien filmé, mais ce shot-là, il était comme out of this world. C'était genre, wow. Mais la scène était aussi belle aussi, là.
Parce que les points que le père apporte, il a raison quand même, parce que l'autre, il est carrément dans la drogue puis tout le kit. C'est un film intense. Le message qu'il donne, il est bon, mais c'est pas le bon messager. Non, exact. Exactement. Exact. Mais là, on peut... Tu veux-tu jumper à la dernière séquence musicale? Oui, vas-y. C'est la meilleure. Autant que je trouve que le père méritait pas la rédemption qu'il a eue. La scène est trop belle pour genre juger ça. Pis la scène est vraiment belle. C'est pas arrivé de même. Non, c'est pas arrivé de même pour vrai. Non. J'ai checké la performance, puis il invite pas son père sur scène. Mais pour le film, ça fonctionne. Mais son père, il était là dans l'audience, ça je sais. Ah, sûrement, je sais pas. Je le vois pas. qu'il était là dans l'audience. J'ai pas checké s'il était bel et bien là, mais je sais qu'il a pas invité son père sur scène. Mais la scène était absolument magnifique. Ouais. Le film finit sur un gros high. Puis quand le film a fini, c'est la première fois que je vois ça. Pour un film comme ça, tu sais, un Marvel, je le sais, il y a personne qui se lève quand tu vas voir un Marvel parce que tout le monde sait qu'il y a une scène post-crédit. Puis tout le monde est genre, ah, on va voir la scène post-crédit parce que c'est important. T'en as besoin pour le prochain film. En tout cas, fait que personne se lève. Si tu te lèves, t'es genre, t'aimes pas Marvel. Mais là, pour un film normal, normalement, un coup que les lumières s'allument, tout le monde s'en va. Il y a personne. Personne s'est en allé. J'étais peut-être, il n'y a pas une scène post-credit, les gens, là. C'est comme genre. Oui, il était encore en train de t'assis, les lumières étaient allumées. J'étais comme genre, dude, c'est un biopic, il n'y a pas de scène à la fin. Ouais. Mais même moi, le Better Man a fini. Puis j'étais comme, je peux pas sortir live, j'étais en train de pleurer. Genre, j'ai des larmes aux yeux encore. Puis genre. Puis là, je remarque que. Tu sais, il y a du monde en arrière que je sais qui sont là, puis je suis comme, il y a personne qui se lève aussi. Je pense que tout le monde est en train de, genre, sécher les larmes parce que, genre, le film finit tellement sur un gros high émotionnel que tu veux pas sortir d'une salle dans le noir pour sortir, genre, dans la lumière avec tout le monde qui te regarde sortir de la salle avec les yeux pleins d'eau. Genre, oh, that guy just cried for 2 hours. C'est aussi l'acceptation des singes qui représentent son passé, qu'il accepte. Ouais. C'est une acceptation interne, dans le fond. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très, très beau aussi. C'est vraiment poignant. La scène est tellement bien construite parce que tu as tout ce build-up tout le long du film. Ouais. Puis là, tu as le payoff à la fin qui est vraiment incroyable. Je trouve que c'est absolument gutsy de faire un biopic sur un chanteur puis finir sur un cover. Ça prend du guts pour faire ça. Cover qui a une importance avec lui puis son père. Oui, mais tu sais, c'est une vraie. Il a vraiment performé cette chanson-là devant ce public-là. Puis pour vrai, ils ont vraiment bien fait le décor parce qu'il est vraiment pareil. Là. Oui. Genre, ouais, j'ai vu ça. T'as été le voir. Mm-hmm. Non, c'est. Le film, il y a eu un profond effet sur moi. C'est quand un film. C'est un excellent film. Ouais. Parce que le film, il me fait rire, j'ai eu du fun. J'ai été ému. Tu sais, toutes les émotions étaient là. C'est ça le cinéma. Ça te fait passer par plein d'émotions en 2 heures. Tu sors de là, tu sais plus quoi. Tu sais pas quelle émotion tu es censé avoir. C'est juste que ça te move, puis t'es genre, man, ce film-là avait aucun droit d'être aussi bon. Genre, excuse-moi, là, mais un biopic avec un singe à la place du chanteur avait aucun droit d'être autant émotionnel. Genre. Pourquoi je pleure? Genre, fuck. Mais ouais, c'est un très bon film. Puis je vais l'acheter puis je vais le faire écouter à ma famille au complet. Je vais dire, tu t'assois là, t'écoutes le film, t'as pas le choix. Ah non, le film est super divertissant du début jusqu'à la fin. Super poignant. La musique est très bonne aussi. Puis franchement, la dernière scène, comme tu dis, comme genre My Way, tout ce que ça symbolise pour le personnage et tout, c'était juste excellent. Puis c'est un peu ce que j'ai adoré du film, c'est que j'avais pas l'impression que je regardais vraiment un biopic. J'ai juste l'impression que j'ai regardé une histoire qui était vraiment bien écrite. Exact. C'est tout. Ouais, exact. Moi, je pense que le film aurait plus fonctionné si ça aurait été un film genre fictif. Tandis que là, c'est un film sur Robbie Williams que tout le monde s'en calisse aux États-Unis parce qu'il est pas connu là-bas. C'est comme... Come on. Parce que c'est vraiment plate. Le film a coûté 110 millions, il a fait juste 15. C'est vraiment dommage qu'il y ait flop de même. Ouais. Même si
le réalisateur, il a fait The Greatest Showman, qui a été un bon succès au cinéma. Ça, c'est avec Hugh Jackman, qui était sorti en 2017. Il y avait une autre scène que je voulais te parler. Fuck. Tu sais, quand je disais, avant d'aller voir le film, que je te disais, ça va être gay puis le fun. Puis là, Robbie Williams, dans le film, il dit que le groupe a été créé pour jouer dans les clubs gays. J'étais genre, oh my god, j'avais raison. Puis là, après, c'est un montage de eux qui jouent dans un club gay. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool, drôle comment que ils font des clubs gays, puis ils ont du fun, puis tout le kit, ils font de l'argent. Puis à un moment donné, il dit qu'ils se sont fait booker un club où est-ce qu'il y a des femmes. Puis là, ça a viré en couille, genre, les filles qui sont toutes genre... Puis le gros succès monumental que ça l'a créé, c'est comme... Tu te dis, Chris, le manager, il aurait pu les mettre devant des femmes plus tôt, là. Puis une scène qui me fait très rire aussi, c'est quand il se sépare du gars, puis il doit franchir comme genre... il continue d'accélérer, puis il y a les fans, puis il y a une belle rousse qui monte ses seins. Oui, c'est vrai. J'oublie tout le temps qu'il y a une paire de boobies dans le film. C'est comme... la paire est vite. Il y en a comme deux. Oui. À un moment donné, il couche avec 3 filles et continue. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand il trompe sa blonde. Je suis pas sûr si c'est arrivé vraiment parce que cette relation-là était plus courte dans la vraie vie. Mais c'est pas tant grave. C'est le début de sa vie que le film raconte. Là, fait que c'est normal. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Fuck. Je perds mon fil. T'as-tu quelque chose à dire? Ah ben c'est ça, la scène quand ils font sur le truc, justement, je trouvais ça cool quand ils faisaient juste accélérer. Oui, il arrêtait pas. Puis là, il conduit comme un malade, puis en plus, la chanson, c'est Come Undone, que genre, c'est basically une tune pour son père, puis aussi les membres du groupe, parce que comme, quand t'arrives au monde, tu comme undone, parce que t'es pas évolué. J'ai trouvé ça magnifique. La séquence était tellement bien filmée en plus. Oui. Avec, justement, dans le lac qui est gelé, là, cette séquence-là était bien filmée. J'ai hâte de voir ce que le réalisateur va faire. J'espère que ça va pas trop tâcher sa réputation avec le flop, là, parce genre, j'espère que le film, quand il va sortir en digital, j'espère qu'il va avoir une renaissance avec le digital. C'est vraiment fun parce que le bouche à oreille sur les réseaux sociaux, il a l'air de fonctionner un peu, mais pas tant parce que... pas tant parce que le problème, c'est qu'ils ont fait une sortie graduelle. Ils ont sorti le film le 25 décembre. Dans le fond, c'était supposé être 2 semaines limited release pour après jumper dans un wide release. Sauf là, ils ont pull out le wide release parce que ça a floppé. Fait que c'est ça qui est dommage. Il y a déjà une date pour le digital qui est le 11 février. J'ai vraiment hâte de le revoir. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de le revoir, puis je vais le montrer à mon ami. Il était pas venu avec toi? Non, j'étais tout seul. Je pensais que tu l'avais amené avec toi. Ben, je t'ai dit, il pouvait pas. Ah, c'est poche. Ça a été le fun qu'il vienne avec toi, comme ça. Tu dis pas que c'est un musical, puis il est genre tabarnak, c'est un musical. Puis là, il finit le film, puis il est en train de pleurer. T'es comme... je suis sûr qu'il va adorer le film. Quand il va sortir en digital, on va le regarder. S'il y a du monde qui aime pas le film, ils sont pas normaux. Le film est incroyable. Ça dépend. Si t'es pas capable de voir au travers du Monkey Thing, t'aimeras pas le film. Si t'es capable de voir au travers... C'est juste une gimmick, là. Ouais, exact. Mais si tu fais juste regarder le film comme une histoire que tu t'absorbes, l'histoire est relatable, puis tout le kit. C'est ça que j'ai trouvé dans son documentaire. Le monsieur, il est vraiment relatable. Mm-hmm. Ah, tout à fait d'accord avec toi. Parce que je l'ai trouvé vraiment authentique. Le biopic, là, authentique. L'authenticité. Il se cache pas de ses fautes. Exact. Il y a bien des biopics qui feraient pas ça. C'est comme, mais tu peux pas faire, genre la famille qui ferait comme, on veut pas que tu parles de ça, on veut pas que tu parles de ça, on veut pas que tu fasses ça. Mais là, t'as Robbie Williams qui est carrément un producteur, il a probablement mis de l'argent dans le film. Parce que le gars, il vaut beaucoup d'argent. Je suis pas mal sûr qu'il a mis de l'argent. Je trouve ça toujours drôle, les artistes qui produisent leur propre biopic. Il y a Pharrell Williams là, qui en a fait un, il y a pas longtemps, en Lego. Ouais. Ça a l'air que c'est fucking pas bon, ça a l'air. Ouais, ça a l'air que c'est à chier. Mais c'est Pharrell Williams. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. Non, c'est ça.
La seule affaire que je connais de lui, comment... c'est Happy. C'est une des pires tunes que j'ai jamais entendues de ma vie. Ben, c'est un très bon producteur parce qu'il produit des tunes de rap comme genre pour Kendrick. Il a produit certaines des meilleures chansons de Kendrick, mais c'est un excellent producteur. C'est juste que cette chanson-là, elle est pas bonne. Non, Happy est vraiment pas bonne. J'ai jamais aimé cette tune-là. Elle est fun à entendre. Genre, elle est funky, puis elle est fun, puis genre, alright. Mais t'écoutes les paroles, puis ça fait aucun sens. Genre, clap if you feel like a room without a roof. Quel genre de sentiment c'est ça? J'ai jamais compris cette line-là. C'est genre, OK, tu te sens comme une pièce, pas Pharrell, de toi. C'est plus un producteur qu'un songwriter. Il n'y a pas de toi, what the fuck? C'est quel genre de sentiment c'est ça? Alright, je vais te clap parce que la musique est le fun. C'est plus un producteur qu'un songwriter. Ouais. Il n'est pas vraiment un bon songwriter. C'est comme genre, c'est ça qui est ça. C'est Pharrell Williams, là. Puis en plus, moi, quand j'ai vu le trailer en Lego, c'est pas Robbie Williams. Là, non, c'est ça. De songwriting ou Bob Dylan. Quoi. C'est sûr, Robbie Williams, il y a eu beaucoup d'aide avec Guy. Guy. Parce que dans le documentaire, il parle de quand il a renvoyé Guy, là, il a sorti une tune qui a vraiment floppé hard au UK. Genre, le journal Le Sun était absolument anti-Robbie Williams pendant toute sa carrière. Genre, il faisait juste le lyncher. De base, les médias au UK sont brutales à comparer à d'autres places, là. Surtout le Sun. Puis, il y a une tune qui s'appelle Rude Box. C'est genre une tune avec du rap pis tout le kit. C'est genre un petit peu bizarre. C'est genre, what the fuck? Je trouve ça vraiment drôle quand même. Le UK, il adore Bob Dylan, by the way. Je sais même pas pourquoi, mais il adore Bob Dylan. Ben, Bob Dylan, en tant qu'artiste, il est excellent. Ouais, mais je veux dire, c'est un artiste américain puis il est plus apprécié au UK qu'aux États-Unis. T'es sûr? Parce qu'aux États-Unis, il est quand même très connu aussi, là. Parce que, non, mais à l'époque, je veux dire, aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, il était comme genre mieux reçu. Il y a certains de ses albums qui étaient comme genre un peu, ils divisaient un peu comme genre dans les années 70 aux États-Unis, puis mais au UK, il était en mode yes, let's go, that's a hit. Wow, nice. Puis Robbie Williams qui vend 50 millions d'albums partout dans le monde, il en vend 500 000 aux États-Unis seulement. Genre, ouch! Ouch, il est vraiment pas apprécié aux États-Unis. Fun fact, OK? Pour s'échapper des tabloïds au UK, il a été se cacher à Los Angeles. Wow. Personne ne le connaissait. Genre... C'est incroyable. T'es comme, tu veux te cacher des médias, tu t'en vas à Los Angeles. Genre, quel genre de place pour se cacher des médias, c'est ça? Mais, parce que dans le fond, il y a une ligne que j'ai bien aimée dans le documentaire. C'était, il pensait qu'il devait... Parce qu'au UK, les artistes, ils ont ce saying-là que ils veulent aller conquérir les États-Unis. Tu sais, ils sont célèbres au UK, puis là, après, ils sont comme, là, c'est le temps d'aller conquérir les États-Unis. Mais c'est comme dans les années 60, de British Invasion avec les Beatles. Ouais, exact. Les Beatles qui ont take over les États-Unis complets. Ouais. Mais c'est devenu quelque chose que tous les artistes veulent faire, les artistes du UK, conquérir l'Amérique. Mais Robbie Williams, lui, qu'est-ce qu'il a découvert plus tard, c'est que l'Amérique était là pour le soigner et non pour conquérir. J'avais trouvé ça intéressant. Le documentaire est vraiment cool. Genre, dans le fond, vu qu'il a été célèbre à partir de 16 ans, je vais revenir au film après, justement, avec ça. Vu qu'il est devenu célèbre à 16 ans, voyons aussi, fuck. Mon cerveau va trop vite. Fuck. Non, c'est ça. Vu qu'il a été célèbre tôt, il a été filmé beaucoup dans sa vie. Mais c'est toutes des footages que j'ai jamais vus. Fait que le documentaire, c'est plus une rétrospective personnelle pour lui, où est-ce qu'il visionne lui-même les footages, puis il en parle en même temps. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il est dans son lit en boxeur. Il est juste dans son lit, il pèse play sur le laptop, puis genre en boxeur, pendant que le caméraman il est assis à côté, puis il filme. C'est un documentaire assez spécial, pour vrai. Mais pour revenir au film, il y a une ligne que j'ai trouvée absolument incroyable.
c'est la line de « Quand on devient célèbre, on arrête de vieillir à l'âge que tu deviens célèbre. » Puis ça, c'est une line que j'ai vraiment adorée. Parce qu'en plus, tu contextualises dans le film en plus où est-ce qu'il est devenu célèbre à 16 ans. Fait qu'en plus, dans la même scène, il dit qu'il n'a jamais évolué comme un singe qui n'a pas évolué. C'est comme... C'est smart, là. Très, très smart. Fun fact, le réalisateur était supposé réaliser Rocketman. Ah ouais? Ouais, avant qu'il quitte le projet. Peut-être que le film aurait été il a juste eu un crédit de producteur sur Rocketman. T'as-tu vu Rocketman par hasard? Je trouvais ça correct, c'est passable. Je suis pas vraiment un grand fan d'Elton John. Mais fun fact, c'est Elton John qui a convaincu Robbie Williams d'aller en désintox. En rehab. Ouais. Il est quand même gentil, Elton John. Je me rappelle quand il a fait Stand avec Eminem. Parce que tout le monde pensait qu'il était homophobique. Fait que Elton John était en mode non, je pense pas qu'il est homophobique. Fait que je vais faire un show avec le piano, puis on va faire la musique Stand. Penser que Eminem est quelque chose parce qu'il a écrit une line, c'est toujours drôle. C'est comme. De quoi tu parles? C'est une line dans une tune. Il était vraiment accusé de ça dans les débuts des années. Ouais, je sais. Il a été accusé aussi de misogynie pis tout le kit, comme tous les rappeurs. Là. C'est un peu normal. Dans les textes, ils sont comme « On bat les femmes ». Genre, what the fuck, dude? Genre, tu peux pas écouter la tune Kim pis pas te dire qu'Eminem aime les femmes. Genre. Ouais, je peux pas vraiment écouter la tune Kim en général. C'est genre 5 minutes d'envie de meurtre. C'est comme « Ok, dude ». Puis il rappe en plus en étant genre « Genre, ta gueule ». La première fois que j'ai entendu cette tune-là, la seule fois que j'ai entendu cette tune-là, j'étais comme, il peut-tu faire ma gueule? Genre, je peux-tu ne pas écouter cette chanson-là? Personne n'écoute cette chanson-là parce que. Ah non, je le sais. I know. Personne ne veut l'entendre. Cette mais là, moi, depuis le film, j'arrête pas d'écouter Something Better puis Angels. Je suis comme. Surtout Something Better, je la trouve vraiment magnifique, cette chanson-là. En tant que loner, je peux 100% relate à cette chanson-là. Ok. T'es un loner, Antoine. Non, mais Chris, je suis célibataire depuis 10 ans, c'est normal. T'es pas un loner, Antoine, t'es un gooner. Ah, ta gueule! Arrête de me traiter de gooner, s'il te plaît. Non, pour vrai, arrête. I don't do that. Désolé, mais c'est trop facile. I don't do that. La description d'un gooner, c'est quelqu'un qui se edge pendant des heures et des heures en regardant de la porn. I don't do that. Au maximum, c'est genre une demi-heure, 1 heure. Au maximum. Oh my God. Pis c'est juste parce que je sais pas quoi regarder au début. That's it. Un coup que je me décide. À la page 366. Un coup que je me décide, je regarde la vidéo au complet, pis that's it, là, c'est. Je suis pas là à me edge pendant 2 heures, là. What the fuck? Quand j'ai checké la description, j'étais genre, I don't do that, what the fuck? Qui fait ça, esti? J'ai d'autres choses à faire que ça. Sorry, c'était trop facile. Mais non, je le sais. C'est quand même drôle, mais je te demande respectueusement d'arrêter. Le fait que tu sais un peu ce que ça voulait dire, c'est encore plus drôle. Non, au début, je pensais que c'était genre juste quelqu'un de horny, genre. That's it. J'aurais fait. Si ça serait ça la description, je serais comme, ben oui, je suis horny. Mais non, je suis juste un simp, ok? That's it. T'es juste un simpleton. Yes, that's all. Oh non, c'est drôle, mais genre. Arrête. Bon, officiellement, j'arrête. Le Gooner Arc est fini. Le Gooner Arc. Oh, wow. Là, faut que je trouve un insulte pour toi. Là. Nick a dormi 14 heures la nuit passée. Ouais. 16 heures? C'est comme... Ouais, quelque chose comme ça. T'es un ours. C'est insane. Je sais même pas pourquoi j'ai dormi aussi longtemps. Je me suis réveillé, j'étais en mode... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je suis dans quelle réalité, là? Genre, pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi? C'est juste pourquoi je me suis même pas réveillé parce que la fin. Mais rien. Mais c'est ça. Pour revenir au film, pour dire qu'il y a eu un profond effet sur moi, ça fait 10 ans que je fume du pot à tous les jours. Là, ça fait 2 jours que j'ai pas fumé consciemment. Genre, j'ai consciemment pris la décision de j'ai pas envie de fumer aujourd'hui. Nice. Parce que je veux juste être un petit peu mieux. I want to be a better man. Oh, je sais l'intéressant. Non, mais pour vrai, le film m'a fait... Tu sais, je sais que j'ai un problème, ça fait un bout, là. Ça fait un bout que j'y pense de juste au moins se calmer là-dessus parce que c'est pas bon pour mon TDAH.
Ouais. Mais j'étais comme... Ça m'a comme motivé un petit peu plus à le faire, là. Parce que tu peux t'identifier au personnage. Exact. TDAH, Exact. Mais j'étais quand même défoncé pendant le film, ce qui est quand même ironique. T'étais comme le mime Understand it now. Oh, yes. Understand it now. Yes. Mais c'est parce que le problème avec, tu sais, quand t'es défoncé puis tu penses à être genre, faudrait que j'arrête de faire ça ou me calmer. Mais le problème, c'est que t'es défoncé quand tu penses à ça. Fait que ça marche pas. Ouais. Là, vendredi dans la journée, j'étais sur une microdose de moche. Puis là, j'étais comme, à soir, j'ai pas envie de fumer du pot. Ouh. Puis là, hier c'était tough. Pour vrai, toute la journée, c'était tough. Hey, je gamais à squad, là. Je sais bien que des fois, ça m'arrive de sweat pendant que je game, mais là, j'avais chaud aux mains, là, je suais, là, j'étais genre... Parce... Moi, je fais tout défoncer. Tout. Genre, à part conduire. Genre, je vais au travail, je suis un peu high. J'arrive à la maison, je get high, je game. Si je veux regarder de la porn, je fume. Je fais tout. Je m'en vais dans la douche, je fume avant. C'est comme, m'emmener relax, là. T'es intense, mon gars. What the fuck? Gros, je fume tout le temps. Je fume à tous les jours, tout le temps. C'est comme, m'emmener relax. Puis je suis arrivé vendredi, j'ai tout serré mes affaires. J'ai encore mon pote, il est là. Genre, je l'ai, je pourrais le prendre. Je pourrais en fumer live. Mais, parce que ça, c'est la plus grosse affaire. Je me suis dit, si je le jette, puis je commence à comme... genre, je le sais que je vais juste partir de chez nous puis aller en acheter. Genre, fait que je me suis dit, je vais le garder parce qu'au moins, tu sais, s'il arrive de quoi, je l'ai. Puis sinon, si je réussis à ne pas le prendre, c'est quand même l'ultime test parce qu'il est disponible. Fait que je veux juste me calmer un peu. Je vais continuer les microdoses de moche parce que c'est le fun, là. Non, je comprends. Mais c'est bien. T'es un better man. Yes. Puis comme je t'ai dit au début, j'ai calissement plus d'énergie que d'habitude. J'ai pas commencé à faire de rêve, par contre. Peut-être à soir. Parce que le pote, ça te fait pas rêver, le pote. Le pote, c'est... Parce que tu skippes comme une partie de ton sommeil. Genre, ça skip dans le REM sleep quelque chose. Puis ça fait en sorte que tu rêves pas du tout. Puis ceux qui disent qu'ils arrêtent le pot, ils disent qu'ils font des rêves de fou. Fait que je suis comme, j'ai hâte d'avoir des rêves de fou. Ça fait 10 ans que j'ai pas eu de rêve. C'est comme, j'ai hâte. moi, j'ai fait un fucking rêve fucké, là. Ah ouais? Mes rêves sont fuckés en tabarnak. J'ai toujours la sensation dans la tête, je peux pas vraiment décrire 100% qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle juste, j'avais comme genre une communication avec quelqu'un et j'étais comme genre, attends, comment j'ai cette communication-là avec cette personne-là sans l'avoir dans ma tête, dans ce rêve-là. C'était ça. Puis j'ai déjà fait un rêve, que j'étais dans un rêve, je me réveillais, puis là j'étais comme, ah, je suis enfin réveillé. Puis après ça, je me suis réveillé. J'étais comme, oh shit, est-ce que je suis encore dans un rêve? Ah, mais ça, c'est peut-être une petite paralysie du sommeil que tu as eue. C'était intense. Ça fait longtemps de ça. Ça fait comme 10 ans. Ça en fait partie. Mais ouais, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas eu de rêve. Dormir sur du pot, tu t'endors, it's black, puis tu te réveilles. Genre, en une seconde, t'es comme, Chris, déjà le matin. Fuck. Genre, on dirait que tu dors pas, genre. Comme... Moi, je dois dire, le rêve le plus comme genre bizarre, mais le plus court que j'ai fait, c'est que je vois Batman vraiment de face. Je vois Batman Quel de acteur? face. Quel acteur? Je sais pas. Je sais pas. Batman fait juste me regarder, puis je me réveille, puis c'est le rêve. Je suis comme genre, what the fuck? T'as juste Batman. Il me regarde pendant 8 heures ou quoi? T'es comme, pourquoi Batman? Pourquoi Batman? What the fuck? T'as-tu regardé quelque chose cette semaine, à part les 3 films qu'on a vus? Non, pas vraiment grand-chose. J'étais plus focusé sur des jeux vidéo. Ouais, t'as joué à quoi? Minecraft? Ouais, j'ai joué à Minecraft, puis j'ai fait un... T'es-tu en mode survie ou créatif, là? En mode survie, c'est plus le fun, survie. Créatif, ben créatif, ça peut être le fun quand t'as une idée dans la tête de quelque chose à construire. Tu sais, comme quand j'étais jeune, genre, j'ai construit un aréna un moment donné, puis c'était le fun. Avec la redstone, puis tout le kit. Pour moi, créatif, c'est comme genre, OK, je construis quelque chose, je vois les ressources que j'ai besoin, puis après ça, je le fais en survie. Ouais, je comprends. Parce qu'en survie, des fois, c'est comme genre, ça prend 150 000 ans pour faire un truc. Là. Mais quand tu sais les ressources que tu as besoin pour faire la chose que tu veux, et qu'est-ce que tu veux faire, peut-être que tu vas faire d'autres choses aussi pour l'améliorer, mais
je trouve ça plus efficace comme ça, créatif. Là. Parce que juste être en créatif, ça me fait vite chier. Je comprends. Tu fais juste construire puis c'est mindless. En survie, t'es-tu online ou juste solo? Ben là, je suis solo parce que mon ami joue pas. Non, mais il y a des serveurs. T'aurais pu rejoindre un serveur ou whatever. Je sais pas comment ça marche à cette heure, là. V'là 12 ans, c'était différent. J'ai pas vraiment le goût de jouer avec des kids. Fait que, je suis pas mal sûr qu'à cette heure, c'est juste des adultes. Ouais, mais il y a beaucoup de kids aussi, quand même. Ouais, mais je pense qu'ils sont plus sur Fortnite. Moi, dimanche, j'ai pris 2 grammes de moche puis j'ai regardé The Northman. C'était insane. Insane. Tu t'es retapé de Northman. Sur du moche, c'était absolument incroyable. Genre, wow. C'était genre, tu te rappelles de la scène quand il drogue le village, là? Ouais. J'étais vraiment dans mon pic de mon trip, OK? Puis j'étais genre, j'étais plus sûr qu'est-ce qui était mon trip ou qu'est-ce qui était le film. C'était insane. J'étais genre, wow, qu'est-ce qui se passe? Genre, parce qu'il y avait des voix échos pis ces affaires-là, pis j'étais comme, c'est-tu moi qui processe différemment ou c'est le film? What the fuck? Puis là, après, j'ai écouté BVS. Ça, je te l'ai dit déjà, mais je vais leur dire pour le podcast parce que c'est très drôle. Puis là, je vois Henry Cavill, puis je suis comme, damn, le gars, il est donc ben jacked as fuck, il est trop chaud, what the fuck? Am I gay? Wow. Puis là, Gal Gadot arrive à l'écran, puis je suis comme, oh non, c'est beau, I'm straight as fuck. Je dois dire, Antoine, désolé pour toi, Henry Cavill vient d'avoir un enfant, fait que. Pour vrai? Tu pourras pas le mettre enceinte, je suis désolé. Pour vrai? J'avais pas vu ça. Ben oui, toi, v'là 19h. Ben, coudonc, ils vont avoir un enfant. Nice. Vraiment nice. Awesome. Je suis content qu'il s'ait trouvé quelqu'un parce que, une couple d'années, pendant le Me Too Movement, il disait que c'était vraiment difficile pour lui parce qu'il savait jamais quand approcher des femmes. Puis j'étais genre, dude, t'es Henry Cavill. T'es genre l'un des plus bels hommes sur la planète. Puis t'as peur d'approcher des femmes. Quoi? Arrête d'être relatable, Callis. Ah, ce dude-là, il est incroyable. T'as-tu vu sa vidéo de lui qui build un PC? Ouais, j'ai vu ça. Insane. Il a les gros muscles de même, puis il fait juste build un PC. C'est genre un fucking bro. Ah non, Cavill, il est insane. Ah, ça veut dire qu'il va falloir qu'il lâche un peu Warhammer. C'est ça que ça veut dire. Fuck. Pauvre Henry Cavill. Ah, pauvre fuck. À chaque fois que je vois des posts de lui sur Instagram, c'est genre, il parle de Warhammer. Je suis comme... Le gars, c'est un ultimate nerd qui a joué Superman en étant jacked as fuck. Gros, il est jacked en tabarnak dans BVS. Il est fait en trapazoïde, esti. Tchoup, tchoup, tchoup. Oh my god. Mais c'est ça, j'ai vu Gal Gadot puis j'étais comme, I'm straight as fuck. C'était drôle. Puis j'ai aussi réécouté The Witch. Il me reste juste à réécouter The Lighthouse pour avoir écouté toutes les Robert Eggers en un mois. The Lighthouse. Puis on doit mentionner aussi de Brutalis qui utilise l'AI. Ah, man. Brutalis utilise AI pour corriger des accents hungariens. En tout cas, la langue qui est parlée dans le film, c'est pas une langue que les acteurs parlent. Puis ils ont utilisé AI ils ont utilisé Respeecher pour arranger les accents. Déjà là, c'est comme fuck you. Puis je suis sincère, ça me dégoûte un peu du film. Ouais, moi avec. Ça me donne moins envie de le voir, mais il risque de gagner Best Director, fait. À ce qui paraît, en tout cas. Puis ils ont utilisé AI pour une séquence finale où est-ce que le film montre des designs d'architecture sur un des personnages du film. Mm-hmm. Puis c'est des images générées par AI. Mon problème avec ça, c'est que ça dépend comment ils l'ont utilisé. Est-ce qu'ils ont utilisé une AI locale, puis ils ont feed genre les affaires qu'ils voulaient à AI, puis AI a utilisé juste ça, ou ils ont carrément utilisé un truc de AI qui est disponible sur Internet, qui prend des trucs sur Internet, puis qui vole aux artistes? On sait pas, ils nous ont pas donné des informations. Non, c'est ça. Je suis 100% pas d'accord avec ça. Non, je vois j'aime pas du tout cette... J'ai vu un commentaire là-dessus. Pas du tout comment l'AI est en train de se démocratiser dans le milieu artistique. Exact. C'est dégueulasse. J'ai vu un commentaire, justement, c'était comme, ouais, mais la technologie est là, fait juste l'utiliser, mais en même temps... Attends.
Faut vraiment que je me mouche. C'est la pause mouchoir. All right. Il est de retour. Ouais. Qu'est-ce que je disais, là? AI. Fuck. T'aimes pas comment ils donnent pas des crédits aux artistes, ils ont utilisé... ouais, mais là, j'étais sur un autre point. Attends. Après ça, je sais plus qu'est-ce que tu as dit. Fuck. Petit cerveau de merde. Ben, c'est ça. L'utilisation de l'AI. Ah, fuck. Concentre-toi, Antoine, tu vas l'avoir. Oh my god. Sorry, man. Je cherche ma bouteille d'eau. As-tu quelque chose à dire sur l'utilisation d'AI pendant que je pense à ça? Mais dans le fond, je trouve juste pas ça correct. Enfin, je pense qu'il aurait dû aussi spécifier, même avant de sortir le film, comme genre dans les festivals. C'est ça, attends. Ouais, vas-y. J'ai trouvé. Non, mais vas-y. Dans le fond, le commentaire, c'était « Just use it ». Puis j'étais comme... Il y a un autre commentaire après, c'était comme « OK, mais cet argument-là, il finit quand? » Genre, quand que... Tu sais, il y a un truc de InVideo, je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, de AI qui génère des vidéos, là. Sora, c'est ça? Sora AI? Tu sais, quand que Sora AI va être au point où est-ce que c'est indistinguishable, là, c'est quoi? Est-ce qu'on fait juste use it? C'est comme, ça s'arrête quand? Ça s'arrête jamais. C'est comme... Non, le cinéma, faut que l'industrie fasse de quoi contre ça. Faut qu'il y ait des lois qui soient Ouais, passées. Ça aussi. Il y a un saying que j'aime beaucoup. Moi, je veux que mon AI fasse ma vaisselle pour me donner plus de temps pour faire des trucs artistiques. Je veux pas que mon AI fasse des trucs artistiques pour que j'aille plus de temps pour faire la vaisselle. C'est ça. Les AI devraient juste être utilisés pour les tâches répétitives. Exact. Genre, inintéressantes. AI, pour vrai, je trouve que la meilleure utilisation des AI, puis mettons des robots qui ont une intelligence artificielle, va être pour l'industrialisation. Ça va être la meilleure chose. Oui, il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont être perdus. Oui. Ça va être vraiment dommage. Mais éventuellement, la qualité de vie va être améliorée pour tout le monde. Parce que tous les jobs forts, tous les jobs monotones, tous les jobs plates vont être faits par AI. Éventuellement, c'est sûr et certain qu'on s'en va là-dedans. Là. Dans 1000 ans, il va y en avoir partout des robots. Là. C'est sûr et certain. Ouais, tu vois déjà des robots en ligne qui font des parcours. Fait que... ouais. Mais d'ici là, on va probablement avoir un salaire universel. Ça serait le fun? Ben, ils n'auront pas le choix. Ouais. Ils n'auront juste pas le choix parce que les compagnies, l'industrialisation qui va avoir 0 employé dans l'usine, ils vont falloir qu'ils payent des taxes supplémentaires pour payer ces affaires-là. T'as pas le choix. Parce qu'éventuellement, il va tellement avoir de jobs pris take-over par les robots qu'à un moment donné, les gouvernements vont devoir mettre des salaires de base universels pour tout le monde. Puis rendu là, si on se rend là, ça va être parfait. C'est sûr, ça s'enligne sur du communisme pur. On s'entend là-dessus. Ouais, 100%. Mais ça va être dans un sens, sur papier, le communisme reste, genre sur papier, la meilleure société possible. Sur papier. En réalité, c'est différent parce en pratique et en réalité, tout le monde veut toujours plus parce que sur papier, le communisme, tout le monde a la même chose. T'sais, tout le monde aurait un appartement pareil, tout le monde reçoit la même bouffe, tout le monde a la même télé, tout le monde a tout pareil, puis that's it. Tu veux rien de plus. Mais après ça, tu as l'ego humain qui vient se mêler à tout exact. Ça. C'est en pratique, ça marche moins bien, mais il faut un mélange. Il faut quand même qu'il y ait un mélange entre les deux. Quel genre de podcast qu'on a où est-ce qu'on est en train de parler de communistes? Anarchie! Nous sommes pas communistes en passant. J'ai-tu regardé un autre film? J'ai revu Conclave hier. J'ai réécouté Conclave. Ah ouais, puis qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un très bon film. Puis j'écoutais le film, j'étais comme, man, j'espère qu'il y a une nomination pour meilleure musique. La musique est insane avec le violon. Moi, je me rappelle même plus de la musique du film. Mais pour vrai, j'ai pas vu Brutalist, fait que je peux pas juger pour la performance de l'acteur principal. Mais je veux vraiment que Ralph Fiennes gagne l'Oscar. Il est overdue pour l'Oscar. Il a déjà eu 3 nominations. Overdue, puis honnêtement, tu te fais juste montrer la première scène dans... Puis c'est un Oscar. C'est genre...
Il y a des shots que genre, oh my god. Son acting est insane. Très bon film. À part ça, je pense pas que j'ai écouté d'autres choses. J'ai écouté le documentaire sur Robbie Williams. Ouais, t'as vraiment accroché à cet artiste-là. Pour vrai, j'ai pu relate à son parcours, puis tout le kit. Puis ses chansons sont bonnes. Les chansons qui sont dans le film, en tout cas, parce que c'est l'album du film que j'écoute depuis le film. Fait que genre, j'ai du fun. Puis là, hier, son premier album, c'est la pochette du film, non? C'est la fiche du film. Ouais. Mais c'est lui, par contre, c'est pas le singe. Ouais. Voyons. Qu'est-ce que j'allais dire avant ça? Je m'en rappelle plus, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Fait que c'est quoi qu'on va regarder la semaine prochaine, Antoine? Donc, semaine prochaine, on va célébrer l'inauguration de Trump demain en écoutant The Apprentice. On est tellement insane. Je trouvais que ça se disait bien de même vu qu'il était inauguré demain. Mais ça a l'air que le film est bon, puis Sebastian Stan est vraiment excellent en Trump, ça a l'air. Puis on a Kneecap, qui est un film comédie-drama. C'est un film Irish. Il y a des bonnes critiques. Puis ça se peut qu'il soit aux Oscars pour meilleur film international. Puis c'est avec Michael Fassbender, qui est un excellent acteur. On s'entend là-dessus. Mm-hmm. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis avant de finir le podcast, Antoine, c'est quoi ta note avant qu'on oublie là, pour Better Man? Better Man. C'est tough. J'hésite entre 8.5 et 9. Donne-lui un 9, il y a quand même un impact assez puissant. Je pense que c'est un 9. Même peut-être un 9.5. Vas-y. Je suis pas sûr. Genre. Ben moi, je dis l'impact émotionnel, puis je veux dire, il a quasiment, je te dirais, changé ta vie, hein, j'ai l'impression, de la façon qu'il t'a influencé. Là. Ouais, peut-être. C'est parce que je suis sorti du film, j'étais genre, c'est définitivement un top 10. Là, quelques jours après, j'étais comme, je pense que c'est un top 5. Puis là, après, je suis comme. La façon que t'en parles, c'est définitivement peut-être même un top 3 pour toi. Ouais, ben ça, là, puis là, je suis comme, c'est peut-être il est peut-être deuxième après Nosferatu, what the fuck? Ouais, c'est ça. Je suis comme, oh my god. Parce à date, j'ai vraiment préféré Nosferatu parce que la cinématographie, c'est absolument insane, là. C'était Nosferatu, je pense même pas que j'ai cligné des yeux tout le long, là. Puis j'étais allé le voir 2 fois en plus. En plus. Ouais. Mais là, tu sais, je t'ai dit, il sortait le 21. Il n'y a pas de date officielle pour le digital. Focus Feature, ils n'ont pas officiellement dit la date de sortie. C'est juste genre un site réputable qui devine les dates de sortie qui l'a annoncé. Fait que je suis pas sûr s'il va vraiment sortir le 21, mais j'espère. Parce que je veux le revoir au plus crisp, puis je veux le voir en noir et blanc. Genre, il y a une partie de moi qui veut genre... Je pense que le film serait plus beau en noir et blanc, personnellement. Ben, il marche en noir et blanc. Je l'ai mis sur Hier, j'avais mon projecteur de setup, fait que j'ai juste été sur YouTube, j'ai mis ça en noir et blanc, puis j'ai checké le trailer. J'étais comme, Chris, ça fit bien, man. Les shots sont beaux en noir et blanc. Genre, le shot du château, là, en noir et blanc, wow. Absolument incroyable. Je pense que c'est l'épisode avec la meilleure sélection de films qu'on a depuis le début du podcast. Pour vrai, je pense que oui. Puis en plus, c'est le premier épisode qu'on a 3 films, puis c'est 3 excellents films. Là. Ouais. C'est quand même... Je suis vraiment impressionné par la sélection ici. Je pense que c'est les films les plus sous-cotés de l'année, puis ils sont les meilleurs de l'année. Ouais. Ils font partie des meilleurs, du top 10 pour moi. Ces 3-là sont dans le top 10 pour moi. Ouais, définitivement. Ça va être tough de faire un top 10 cette année. Ça va être vraiment tough. Parce qu'en plus, c'est l'année que j'ai été le plus au cinéma. Là, fait que ça va être fun. Puis là, on n'a pas fini avec l'année. On a aussi d'autres films comme The Brutalist, même si on est déçu de l'AI, ça peut être quand même un bon film. Le film peut être bon pareil. C'est juste... Ouais. Tu sais, c'est comme... T'avais-tu vraiment besoin d'utiliser AI? Ça laisse un goût amer dans la bouche juste avant d'entrer dans le film. Fait que mais, tu sais, pour leur donner... Pour faire l'avocat du diable, pour l'utilisation de Respeecher, parce que je ferai pas l'avocat du diable pour l'utilisation de AI génératif, ça, no fucking way. Mais pour le Respeecher, ils ont essayé de le faire en ADR, ce qui est de réenregistrer les dialogues, puis ça marchait pas vraiment. C'était les accents étaient pas bons, ça a l'air, fait qu'ils ont utilisé Respeecher. Mais c'est comme, come on, dude. C'est genre, utilisez pas AI. Fais juste engager un acteur qui parle la langue calice, c'est tout. C'est genre, c'est simple. C'est le même problème que, genre,
avec Emilia Pérez, où est-ce que genre les dialogues sont traduits par Google Traduction, genre. Ils sont tellement lazy, les gens, c'est incroyable. Man, à date, je suis pas mal sûr qu'Emilia Pérez va gagner Best Picture parce que l'industrie va pouvoir l'industrie va pouvoir se taper dans le dos pour dire qu'ils sont progressifs. Oh my god. C'est comme, OK, mais il y a des bien meilleurs films qu'Emilia Pérez là, cette année. Je suis sûr que Wicked est un meilleur film qu'Emilia Pérez. Ouais. Je suis sûr moi aussi. Parce qu'Emilia Pérez est médiocre. Mais I'm Still There, ça a l'air d'être un film assez intéressant. Ouais, il y a de l'air intéressant, ça. Mais les films sont sortis en fin décembre, fait qu'ils sont comme pas disponibles encore. Ça fait. On va les avoir en février. J'espère qu'on va les avoir avant les Oscars, mais sinon, on fera un petit rattrapage quelques semaines après. Là. C'est pas la fin du monde. Ouais. Semaine prochaine, on va pouvoir discuter des nominations. Parce qu'il va y avoir les nominations semaine prochaine. Parce qu'ils sont annoncés le 23. Fait qu'on va pouvoir parler de ça la semaine prochaine. Ouais. Puis niveau top 10, je pense qu'on devrait faire ça plus comme mi-février. Ben, tu veux le faire avant ou après les Oscars? C'est quand déjà les Oscars? Attends. C'est le 2 mars. OK, après les Oscars, dans ce cas-là. Après? OK. Ouais. Ça me dérange pas. Puis là, vu que je viens de voir 2 mars, je suis pas mal sûr qu'on va avoir le temps de voir. Ils vont sortir en digital, les films qui vont être là. Yes. Parce que anyway, attends. Je vais checker les dates de vote. Parce que oui, ceux qui font partie de l'Académie, ils ont une plateforme pour voir les films. Mais je suis pas mal sûr que c'est plus facile quand que les... Parce que là, les votes pour les nominations sont finis. Puis les votes pour le... Attends. Je l'avais vu l'autre jour, là. Ah. OK, je l'ai. Je pense que je l'ai. Les votes d'Oscar, ils finissent le 18 février. Fait que logiquement, avant cette date-là, ils devraient sortir en digital, logiquement, ces films-là, parce qu'ils vont vouloir être vus par les voteurs. Même s'ils ont quand même une plateforme spéciale pour voir les films, là. Ça je le sais, là. C'est le même qu'il y avait eu des leaks une couple d'années avec The Hateful Eight puis Le Revenant, qui avait leaké en HD 1080p. C'est là que j'avais vu The Hateful Eight puis j'avais complètement détesté ce film-là. Puis genre, c'est de la merde, ce film-là. Puis plus tard, je l'écoute puis je suis comme, man, j'étais donc ben dumb. Oh là là. Baby Girl, ça a l'air vraiment à chier. Baby Girl, ça a pas l'air bon, ce film-là. Ça, c'est avec Nicole Kidman de A24, là. Ouais. Ouais, non, j'ai pas envie de voir ça. Ça ira pas aux Oscars, ce film-là, inquiète-toi pas. A24, il se concentre plus sur Civil War, je suis pas mal sûr. Par contre, là, il y a un film d'animation qui m'intéresse qui sort en 2024. C'est Mémoire d'un escargot en français. Memory of a Snail. Memory of a Snail, ouais, c'est ça. Il est sorti quand? Sorti en novembre. Ouh, ça n'a pas fait de même grand-chose. 1,2 million au box-office. Non, c'est ça. Ah, c'est un film stop motion. Ça a l'air vraiment cool, honnêtement. Bon, on pourra le rajouter dans les prochaines semaines, ça me dérange pas. Ouais, ben, on peut rajouter ça. Tu veux qu'on fasse 3 films la semaine prochaine? Ah non, pas 3 films encore. OK. Là, on a fait 3 films parce que je savais que Better Man, il allait pas être en salle. Mais je suis pas mal sûr que finalement, on aurait pu le faire la semaine prochaine. Là, mais c'est pas grave. Je suis content d'avoir été le voir au cinéma. Ouais, je suis vraiment content. Je pense que ça fait un très bon épisode avec celui-là en plus. Ben oui. Mais je pense qu'on peut wrap it up. Là, on est à 1h40. Parce qu'on peut. Ouais. C'est vrai qu'il faut qu'on finisse un jour. Ouais. Le monde sont genre, hey, tu peux-tu finir l'épisode? Les 3 personnes qui nous écoutent, genre. Ouais. 3 personnes. Fait que vous pouvez nous suivre sur Instagram. That's it. Puis sur Spotify, Apple Cast, Apple Music, Pocket Cast. Pocket Cast. Toutes les casts, toutes les quelque chose cast, iHeart Radio. Puis donnez-nous 5 étoiles parce que il y a sûrement une raison pourquoi. Activez la cloche des notifications sur Spotify ou n'importe quelle plateforme que vous utilisez, s'il vous plaît. Puis soyez des better men, s'il vous plaît. Ouais, faut être des better men dans la vie. Allez voir le film pour vrai. Ou genre attendez qu'il sorte en digital pour le voir, mais c'est un très bon film. Puis c'est
probablement le meilleur biopic que j'ai vu, puis c'est définitivement le meilleur musical que j'ai vu. Je pense que il est meilleur que La La Land. C'est un meilleur film que La La Land. Nice. Puis j'ai adoré La La Land en plus. Là. C'est juste... La La Land, il te fait pas passer par autant d'émotions. Là. C'est pas du fun à écouter ce film-là. C'est genre... Tu passes... Oui, tu sais, oui, La La Land, tu ris, puis tu pleures, mais that's it. Là, Better Man, j'avais du fun. En tout cas, on a fini. Merci beaucoup. Puis à la semaine prochaine. Bye. Bye. Fuck TikTok.